Alors bon, bienvenue pour ce cours qui se veut un cours d'introduction à la philosophie expérimentale. Donc moi je me présente, je suis Florian Kova, je suis enseignant ici au département de philosophie. On va commencer juste par pas entrer dans le vif du sujet, mais parler des choses un petit peu pratiques sur le déroulement du séminaire. Alors pour le déroulement du séminaire, donc en général vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment, voilà. Là n'hésitez pas. Donc il suffit de lever la main et de poser la question. Il faut parler très fort parce que je suis à moitié sourd. J'entends rien de ce côté-là. Donc si vous êtes plutôt du genre à dormir en classe tranquillement, vous mettez plutôt là. Et puis si vous êtes du genre à parler beaucoup, vous mettez plutôt de ce côté-là de la salle. Mais en tout cas, si vous me parlez de ce côté-là, n'hésitez pas à hausser la voix de façon significative. Voilà. Pour ce qui est du travail régulier, comment s'organise le séminaire? Chaque semaine, il y a un article à lire pour préparer la semaine d'après. Et en général, ce que je vous demande de faire, c'est de m'envoyer soit des questions au sujet de l'article, des choses que vous n'auriez pas comprises ou des choses que vous auriez développées, des objections au sujet de l'article, il y a des choses que vous trouvez très discutables et que vous voudriez discuter, et de faire ça avant le lundi minuit, le temps qu'ensuite je puisse les lire et les intégrer au cours qu'on donne le jeudi. Donc voilà, ça ne marche pas sur présentation d'articles. Ce que j'attends de vous, c'est plutôt ce type de questions qui permet ensuite de reprendre l'article avec vous dans le séminaire et d'essayer de répondre à vos questions. Alors pour ce qui est de la validation, ce qui est quand même une question intéressante, je suppose, la validation du cours, elle se fait surtout sur contrôle terminal, sur le contrôle final. Le contrôle continu, c'est des questions que vous m'envoyez, mais elles ne sont pas vraiment notées, mais disons que ça sera pris en compte lors de... par exemple, s'il faut ajuster votre note au 0,5 points supérieur ou inférieur, si vous avez envoyé des questions toutes les semaines, c'est très bien. Si c'est la première fois que j'entends votre nom quand j'arrive à l'examen, disons que j'aurais peut-être plutôt tendance à arrondir à l'inférieur. Voilà, ça c'est pour vous inciter à participer, à poser des questions. Mais donc la plupart de la note se fait sur la base d'un mémoire et de la défense orale de ce mémoire. Et alors le mémoire, ça dépend combien vous validez. Si vous validez le cours pour 6 ECTS, il fait environ 6000 mots. Sachant qu'environ, ça veut dire à peu près la taille minimale. Après, si vous voulez écrire 300 pages, je ne vais pas vous en empêcher, mais ne faites pas ça non plus. Environ 10 000 mots si vous validez pour le cours pour 12 ECTS. Donc les mémoires, vous pouvez les faire de deux façons. Vous pouvez faire soit de façon autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, je ne vois aucune trace de votre mémoire. Juste la première fois que je le lis, c'est à la date de rendu du mémoire. Ça arrive assez souvent. Vous me rendez le mémoire tout d'un bloc comme ça. Ou alors, vous pouvez le faire de façon plus encadrée, c'est-à-dire que vous discutez avec moi d'abord du sujet que vous voulez traiter, et ensuite vous m'envoyez votre mémoire morceau par morceau. Et je peux vous faire un retour au fur et à mesure de l'écriture du mémoire. Alors, le nombre de retours que je peux faire dépend du nombre d'étudiants, forcément. Donc là, en supposant que vous restez aussi nombreux, je peux vous faire des retours sur, on va dire, 2 ou 3 versions préliminaires du mémoire, quoi. Mais effectivement, je peux pas si vous êtes aussi nombreux, si vous restez aussi nombreux, je ne vais pas pouvoir vous faire des retours sur chaque page individuellement. Ça va être un petit peu plus long. Et les mémoires, ils peuvent être de deux formes. Si vous les prenez de façon encadrée, ça veut dire avec une interaction avec moi, si vous voulez. Mais vous avez le droit de travailler tout seul si vous préférez. Ça va être des mémoires théoriques ou des mémoires empiriques, c'est-à-dire dans lesquelles il y a une composante expérimentale, il y a une expérience qui est faite dans le cadre du mémoire. Sachant que si c'est ça si c'est le chemin plutôt empirique qui vous intéresse, je vous conseille plutôt de viser un rendu du mémoire et une défense en septembre plutôt qu'en juin. Parce que faire un travail empirique, ça demande des choses comme demander l'autorisation à la commission d'éthique. Ils ne sont pas spécialement très rapides en fait en général. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Donc, si vous voulez défendre en juin, préférez quand même un mémoire plutôt théorique pour éviter ce genre de désagrément. Alors, au fur et à mesure du cours, après chaque cours, je posterai un peu des propositions de sujets de mémoire sur la page du cours, des idées, mais vous êtes libre de proposer n'importe quel sujet que vous voulez, du moment que ça a un rapport avec le cours, quand même, de préférence. Donc je n'encadrerai pas de mémoire sur la métaphysique du grounding ou des choses comme ça, parce que ça dépasse de loin mon champ de compétences.
Donc voilà, ça je pense que c'est à peu près tout pour l'organisation du cours, avant de rentrer dans le côté plus philo hein, du cours. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des questions sur l'organisation en général? Non, c'est bon. Alors moi j'avais une question pour m'aider un peu à calibrer le cours. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont jamais vraiment, qui sont pas étudiants en philosophie? C'est pas une honte, mais si c'est le cas, vous pouvez lever la main juste pour que savoir combien de temps je prends à expliquer certaines choses qui sont basiques pour les étudiants en philo, ou s'il faut que je les explique. Donc il y a vous, et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Tous les autres, vous venez de philo? Voilà, donc je prendrai un peu plus de temps pour expliquer certaines choses, histoire de... Donc voilà, bah, je pense qu'on peut y aller si personne n'a d'objection. Ouais. J'ai peut-être une question. Moi, j'avais fait un master en fait, dans une autre université. Mhm. Et suivant les profs en fait, à Genève, il y a plusieurs perspectives. Soit quand on fait une objection, on doit trouver nous-mêmes l'objection, ou soit on peut s'inspirer de la littérature. En fonction de... Vous voulez dire, par exemple, pour les questions que vous avez envoyées ou non, pour votre mémoire? Non, plutôt pour le mémoire. Ouais. Essayer de développer soit notre propre position, ou soit partir sur des positions qui existent déjà. Donc, je ne sais pas ce que vous préférez. Alors, moi, je pense que le minimum, c'est que si vous faites un devoir sur un sujet précis, on va dire le minimum attendu, c'est que vous fassiez un peu une revue des objections qui sont déjà présentes dans la littérature. Et si en plus vous trouvez des objections personnelles, c'est encore mieux, mais ça n'est pas forcément nécessaire. Mais c'est mieux. C'est tout de suite plus impressionnant. Mais bon, par contre, si vous traitez un sujet, que vous avez juste votre objection et que vous n'avez pas fait et que vous n'avez pas fait la revue de la littérature des objections très connues qui existent à ces choses-là, c'est plus embêtant que dans l'autre sens. Donc la base, c'est déjà d'essayer de couvrir les objections qui existent dans la littérature, et si vous avez une idée, d'ajouter la vôtre. Ça va? Ouais. Ok. Alors du coup, le cours, je vais commencer par essayer de définir un peu l'objet du cours. Ça me paraît une approche assez peu innovante, mais quand même qui a fait ses preuves. Donc comme c'est un cours d'introduction à la philosophie expérimentale, je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est la philosophie expérimentale, même si j'avoue qu'en général, c'est quelque chose dont il est plus intéressant de voir les résultats que de parler théoriquement de... Il faut quand même donner quelques idées. Donc la philosophie expérimentale, en gros, c'est un courant, on va dire, une façon de faire, une approche de la philosophie qui est apparue il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, et qui s'est plus ou moins établie dans le paysage philosophique, surtout dans la recherche anglo-saxonne, bien, on va le dire. Donc là, par exemple, je suis tombé sur ce papier qui est paru il y a quelques semaines, qui fait une sorte d'analyse quantitative du nombre d'articles qui sont publiés par tranche de 5 ans, philosophie expérimentale, à partir des années 2000. Puis vous voyez que ça a augmenté assez rapidement, puis on atteint une sorte de plateau, ce qui correspond un peu, on verra un peu, à l'histoire de la philosophie expérimentale. Au début c'était un truc qui se voulait un petit peu révolutionnaire, puis finalement, maintenant, ça fait un peu partie du paysage philosophique. Les gens se sont embourgeoisés, ils ont eu des postes à l'université, tout ça. Mais du coup, il y a une certaine stabilité, ça fait partie du paysage philosophique. Et ce qui est important pour le plan du cours, c'est que en fait, c'est pas quelque chose qui se définit par son objet d'étude, c'est quelque chose qui va se définir par son approche, par sa méthode. Et donc ça, c'est quelque chose qui touche à des sujets aussi divers que l'éthique, l'épistémologie, la philosophie de l'esprit, la philosophie du langage, la philosophie d'action, la métaphysique, l'esthétique, la philosophie des sciences et la philosophie de la religion. Donc tout ça, c'est des sujets dont on va traiter au cours du semestre. Donc, au moins l'avantage de ça, c'est que ça permet de parler de sujets très différents. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette approche qu'on appelle la philosophie expérimentale? En fait, une façon très simple de la définir, qui fait assez consensus, c'est que c'est juste des philosophes qui décident de faire eux-mêmes leur propre recherche expérimentale pour répondre aux questions qui les intéressent. Voilà. C'est vraiment une définition très large. Et si on veut rentrer un peu dans la littérature qui essaye de faire des distinctions, une distinction qui est faite dans la littérature, c'est qu'il faut distinguer la philosophie expérimentale de la simple philosophie empirique. Qu'est-ce que c'est la philosophie empirique? C'est l'idée que la philosophie empirique, c'est une philosophie qui est pratiquée en ayant une très bonne connaissance, en prêtant une très forte attention aux résultats des sciences, mais sans que les philosophes eux-mêmes fassent leurs propres expérimentations. Donc par exemple, si vous êtes un métaphysicien, que vous travaillez sur la nature de l'espace et du temps, et que en plus, sûrement vous allez vous intéresser énormément aux théories physiques contemporaines, à ce que la physique contemporaine dit sur la nature de l'espace et du temps. Peut-être même que vous connaissez extrêmement bien ces théories et toutes les expériences
dans la matière, mais dans ce cas-là, vous êtes un philosophe empirique, selon ce genre de définition, parce que vous philosophez sur la base des résultats d'expériences et d'études que font d'autres personnes. De la même façon, voilà, si vous faites de la philosophie de l'esprit de façon par exemple, si vous étudiez la nature de la conscience et que pour ça, vous allez regarder très en détail les expériences qui sont faites en neurosciences, en psychologie, sur l'attention, la conscience, que vous discutez de la validité de ces expériences, de ce qu'elles nous apprennent, etc. Vous avez une très bonne connaissance du champ, mais vous n'êtes pas encore un philosophe expérimental. La seule différence, c'est que vous ne faites pas encore vos propres expériences. Alors bon, ça paraît très trivial comme différence, mais en fait, ce qui est intéressant, on va voir, c'est que souvent, du coup, les philosophes se posent des questions qu'en général, les psychologues ne se posent pas, ou que les autres personnes qui font des sciences empiriques ne se posent pas. Du coup, ça amène à des développements de recherche, des programmes de recherche que les psychologues, les neuroscientifiques, les sociologues auraient pu faire, mais en fait, ils ne l'auraient juste pas fait parce que ce n'est pas le genre de questions qui les intéresse. Donc, pour prendre un exemple sur lequel je reviendrai plus tard, c'est par exemple dans la philosophie expérimentale de l'art. Il y a plein de recherches en psychologie sur l'art, en neurosciences, en neuroesthétique sur l'art, mais beaucoup de ces recherches, elles se concentrent sur qu'est-ce qui fait que les gens vont trouver telle œuvre d'art belle, émouvante, touchante, etc. Tandis que les philosophes expérimentaux qui travaillent sur l'art, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui fait que les gens jugent que c'est de l'art, quoi ? Ce qui est plus une question que se posent les philosophes et que personne ne se pose vraiment en psychologie ou en neurosciences avant ça, quoi. Donc, finalement, c'est pas grand-chose la définition de la philosophie expérimentale, c'est juste des philosophes qui décident de faire leurs propres recherches, mais on verra que ça amène à des choses assez intéressantes. C'est ça qui est important, en fait. Le but, c'est pas forcément d'être toujours révolutionnaire. Alors quand même, ce qu'il est important de voir, c'est que dans la littérature sur la philosophie expérimentale, il y a une distinction entre la philosophie expérimentale au sens large et au sens restreint. Ça, c'est important de comprendre pourquoi, parce que ça va être important de comprendre quel est l'objet de beaucoup d'études en philosophie expérimentale. La philosophie expérimentale au sens large, c'est l'idée que, comme j'ai dit, la philosophie expérimentale, c'est toute tentative de faire un progrès sur des questions philosophiques classiques par l'utilisation de méthodes empiriques d'études expérimentales. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Mais le sens plus restreint, celui pour lequel la philosophie expérimentale est le plus connue et a été longuement discutée, c'est qu'en fait, la philosophie expérimentale, c'est l'étude empirique, à travers des expériences, de la nature et de l'origine des intuitions pertinentes pour un ou plusieurs problèmes philosophiques donnés, souvent via l'utilisation de méthodes issues de la psychologie ou des sciences cognitives. Donc le sens restreint dit, en fait, voilà, ce qu'étudie la philosophie expérimentale, c'est pas n'importe quelle question philosophique, c'est la nature et l'origine des intuitions qui sont pertinentes pour un problème philosophique donné. Et pendant une grande partie dans une première phase en tout cas, une grande partie des études en philosophie expérimentale vont se baser sur l'étude des intuitions. Et beaucoup des débats sur est-ce que ça vaut la peine de faire de la philosophie expérimentale, est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est vraiment de la philosophie, etc., etc. Tourne autour de l'idée de savoir est-ce que étudier les intuitions, c'est intéressant, c'est quoi des intuitions, quelle est la pertinence philosophique des intuitions. Du coup, avant de rentrer dans le détail des études de philosophie expérimentale, il va falloir que je fasse juste un petit topo sur ce que c'est une intuition. Parce que si c'est un peu l'objet d'étude par excellence de la philosophie expérimentale, ce serait quand même chouette de savoir de quoi on parle en fait. Et donc, la nature et le rôle des intuitions en philosophie, c'est un problème métaphysique, un problème métaphilosophique, un problème de philosophie de la philosophie, assez classique, mais qui a ressurgi beaucoup dans la dernière partie du XXe siècle, ce qui pour moi était hier, mais pour vous, et peut-être commence à faire un peu vieux. Et donc, le problème des intuitions en philosophie, c'est la chose suivante, c'est quel type de preuves on utilise en philosophie pour défendre une théorie. Alors en fait, il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Il y a selon les champs de la philosophie dont vous faites partie, il y a plein de preuves possibles qui sont à votre disposition. Si vous faites de la philosophie des sciences, beaucoup de philosophes des sciences essayent de déterminer ce que c'est la science en regardant plutôt l'histoire des sciences. Par exemple, beaucoup de philosophes des sciences disent on a des sciences qui marchent, pour savoir ce que c'est la science et pourquoi elle marche, il faut regarder dans l'histoire pourquoi la science a marché. Donc là, l'idée, ce serait que ce dont servent les philosophes, c'est des données sur l'histoire, par exemple. Ou par exemple, en métaphysique, comme j'ai dit, il y a des gens qui utilisent en fait, ce que nous disent les théories physiques sur la nature du monde et qui argumentent à partir de là. Donc il y a plein de types de preuves en philosophie, plein de types de données qu'on peut utiliser, mais il y a un type de données qui soulève un certain nombre de questions en philosophie, c'est du coup l'utilisation de ce qu'on appelle les intuitions. Alors pour donner une intuition un peu de ce que c'est l'intuition, justement, je vais prendre quelques exemples célèbres d'utilisation des intuitions en philosophie. Et donc je vais repartir sur la République de Platon, un texte que vous connaissez sûrement un petit peu.
Donc on est vraiment au tout début de la République de Platon. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment ça commence. C'est la fête à Athènes. Il y a Céphale qui est un humble vieillard qui a organisé une grande fête dans sa demeure. Et il raconte à tout le monde, très fier de lui, que bon, il est vieux, donc il va mourir, ok. Mais il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait qu'il a toujours vécu de façon juste. Voilà. Donc du coup, il est super paisible parce qu'il sait qu'il a toujours été juste. Et comme ça, il n'a pas peur de la mort. Et là, bien sûr, Socrate arrive et dit « Oui, mais t'es sûr que tu sais ce que ça veut dire, la justice ?» Donc voilà, il l'avait pas encore tué, mais on comprend peut-être un peu pourquoi. Et donc, Céphale dit « Oui, je sais tout à fait ce que c'est la justice. Pour moi, la justice, c'est simple. » Donc il propose une définition un peu disjonctive de la justice. C'est toujours dire la vérité et rendre à chacun ce qu'on a reçu de lui. C'est-à-dire le bien à ceux qui nous ont fait du bien et le mal à nos ennemis qui nous ont fait du mal. Voilà, ça c'est la justice. Et du coup, Socrate propose l'expérience suivante. Il dit, voilà, imagine le cas suivant, donc je paraphrase le texte parce que, voilà, il dit, voilà, imagine qu'un de tes amis t'ait confié ses armes, ça se fait apparemment, voilà, il avait ses armes, il te les a confiées, puis il revient quelques jours après, et en fait, il est victime d'une crise de folie, et il te demande où tu as rangé ses armes, et de les lui rendre, de façon à ce qu'il puisse aller zigouiller tout le monde dans la rue. Socrate dit, voilà, est-ce que dans ce cas-là, ce serait la chose juste à faire, ce serait de dire la vérité à mon ami, et donc de lui dire où j'ai caché ses armes, et de lui rendre ce que j'ai reçu de lui, c'est-à-dire de lui rendre les armes qu'il m'a prêtées. Et là, Céphale dit, ouais, non, probablement pas, en fait. Et donc, du coup, Socrate en déduit que, bah, du coup, la définition de la justice qui avait été proposée, bah, c'est pas une bonne définition de la justice. Hein, vous voyez, donc on a proposé une théorie, on propose une expérience de pensée qui sert de contre-exemple, et on rejette la théorie. Donc du coup, après, Céphale va se coucher, et puis les jeunes restent à parler pendant encore 9 livres supplémentaires sur la nature de la justice. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, et ce qui est un peu la question qui se pose depuis le début de la pratique de la philosophie, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe d'une certaine façon dans le passage. Parce que l'idée, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est la justice, parce que bon, Socrate n'a pas de théorie, et Céphale a une théorie fausse, voilà. Donc on ne sait pas ce qu'est la justice, mais on le sait quand même un petit peu. Hein, on sait que ce ne serait pas juste, dans ce cas-là, de rendre les armes et de dire la vérité, vous voyez. Donc, d'une certaine façon, on cherche ce qu'est la justice, parce qu'on en cherche une théorie, mais on en a déjà une sorte de connaissance qui n'est pas encore une théorie, qui est une connaissance intuitive, vous voyez. Donc, qui est une connaissance pré-théorique. Donc, en fait, ce sur quoi on va juger la théorie de la justice que propose Céphale, c'est des sortes de jugements un peu spontanés qui viennent tout de suite à l'esprit, sur « Ah, mais dans ce cas-là, ce serait juste, dans ce cas-là, ce serait pas juste. » Alors, déjà pour Platon, c'est un problème de savoir, du coup, mais pourquoi est-ce qu'on prendrait au sérieux ce genre de jugement spontané, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Alors, je ne vais pas creuser là-dessus, parce que je vais faire de l'histoire de la philo, mais donc la solution de Platon, celle qu'elle propose, la solution que Platon propose, c'est de dire, en fait, c'est parce que dans une sorte de vie avant la vie, on a pu contempler l'essence même de la justice telle qu'elle était, et on a oublié tout ça, du coup on sait plus ce que c'est la justice, mais on a quand même quelques traces de souvenirs de ce qu'est la justice qui ressortent quand on est exposé à des cas et à des expériences de pensée comme ça. Alors bien sûr, tout le monde n'accepte pas cette explication, vous pouvez l'imaginer, elle est un peu métaphysiquement lourde, mais il y a un peu cette idée que, voilà, en philosophie, quand on cherche des choses sur des sujets comme la justice, quand on cherche à construire des théories sur la justice, on se base sur une sorte de connaissance pré-théorique qui précède toute théorie, de connaissance un peu naturelle, spontanée de ce qu'est la justice. Donc voilà, l'argument de Socrate, il peut être résumé de la façon suivante. Hein. La théorie de Céphale implique qu'un acte est juste s'il consiste à dire la vérité et ou à rendre à chacun ce qu'on en a reçu. Dans l'exemple de Socrate, rendre les armes à l'ami devenu fou consiste à dire la vérité et à lui rendre ce qu'on a reçu de lui. Donc la théorie de Céphale implique que dans l'exemple de Socrate, rendre les armes à l'ami devenu fou est juste. Mais dans l'exemple de Socrate, c'est clair qu'il n'est pas juste de rendre les armes à l'ami devenu fou, et donc la théorie de Céphale est fausse. Mais la question, c'est pas comment sait-on que 5, c'est comment sait-on que 4, comment on sait que dans le cas proposé, dans l'expérience de pensée proposée par Socrate, ce ne serait pas juste de rendre les armes à l'ami et de lui dire la vérité. Voilà, on a une sorte de connaissance directe qui semble venir de nulle part. Donc pour finir avec ça, un autre exemple peut-être plus simple, c'est, je ne sais pas si vous connaissez sûrement ce débat entre Benjamin Constant et Emmanuel Kant. Donc Benjamin Constant dit voilà, il y a ce célèbre philosophe allemand, donc c'est Kant, qui dit qu'il ne faut jamais mentir, que la vérité est toujours un devoir. Et du coup, il en tire cette conclusion selon laquelle, voilà, si un assassin se présentait à notre porte, poursuivait un de nos amis, que l'ami venait se réfugier chez nous
et que l'assassin sonnait à la porte en disant « Bonjour, votre ami est là », vous auriez le devoir de dire la vérité à l'assassin. Donc vous voyez, l'idée c'est que, là encore, c'est que c'est clair dans ce cas-là qu'on n'a pas le devoir de dire la vérité à l'assassin. Donc juste pour l'anecdote historique, Kant dira « J'ai jamais dit ça », mais c'est exactement ce que j'aurais dit. Et après, il y a tout un raisonnement pour justifier pourquoi il faut dire la vérité à l'assassin. Les deux arguments qu'il propose, c'est que si je dis à l'assassin que mon ami n'est pas là et que du coup l'assassin part, mais que mon ami s'était enfui pendant ce temps-là et qu'il se croise quelque part et que l'assassin tue mon ami, là je serais responsable de la mort de mon ami parce que c'est parce que j'aurais fait quelque chose de mal que l'assassin l'aurait attrapé. Tandis que s'il le tue parce qu'il est à la maison et que j'ai dit la vérité, techniquement, moi je suis couvert parce que je n'ai pas violé la loi morale. Et l'autre, c'est qu'en plus, vous ne savez pas, peut-être que l'assassin, si vous lui dites la vérité droit dans les yeux, il va être frappé par la beauté de la loi morale et de votre respect de la loi morale qui transparaît à travers vous, et du coup, il va peut-être renoncer à son projet. Donc ce serait quand même dommage de rater cette éventualité, quand même, de racheter une âme perdue. Bref, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous regardez, c'est un peu toujours la même idée, hein, c'est que la théorie de Kant implique qu'il n'est jamais moralement de mentir. Dans l'exemple proposé par Constant, dire à l'assassin que notre ami n'est pas présent reviendrait à mentir. Donc la théorie de Kant implique que dans l'exemple de Constant, il n'est pas acceptable de dire à l'assassin que notre ami n'est pas là. Mais c'est clair que dans l'exemple de Constant, il est tout à fait moralement acceptable de dire à l'assassin que notre ami n'est pas là. Donc la théorie de Kant est fausse. Mais là encore, il y a l'idée qu'on n'a pas besoin d'argumenter pour la prémisse 4, qui est que voilà, c'est tout à fait acceptable de dire à l'assassin que notre ami n'est pas là. D'ailleurs, Constant ne donne pas vraiment d'arguments en faveur, ils disent juste c'est clair, c'est-à-dire si vous n'êtes pas complètement, si vous n'êtes pas Kant, si vous n'êtes pas complètement perdu moralement, vous devriez bien voir qu'il n'y a aucun problème à mentir à l'assassin dans ce cas-là. Et donc sur la base de cette évidence, on va rejeter la théorie kantienne. Alors c'est pas dans le bon ordre, il manque une slide. Ah voilà. Du coup, ça nous amène un peu à la définition, à une première définition des intuitions, c'est-à-dire une définition des intuitions dans leur rôle dialectique. L'idée, c'est que dans ces deux exemples de philosophie, et dans plein d'autres qu'on va voir au fil du cours, il y a l'idée qu'on peut rejeter une théorie ou défendre une théorie sur la base d'un jugement pré-théorique, c'est-à-dire d'un jugement qui n'est pas motivé par une plus grande théorie qu'on aurait déjà adoptée, et qu'en fait, c'est sur la base de ces jugements spontanés qu'on va discuter les théories. Et ces jugements, ils sont tels que ce sont des jugements qu'on propose comme servant de point de départ pour un argument, pour une discussion. Voilà, on dit, voilà, c'est évident dans ce cas-là que c'est acceptable de mentir dans le cas proposé par Constant, et donc on n'a pas besoin de justifier, quoi. C'est une sorte de donnée, de jugement qu'on présente dans la discussion et qui n'est pas motivé par autre chose. Dans ce sens, ce qu'on appelle une proposition intuitive en philosophie, c'est dans le contexte d'un débat en philosophie, une proposition qui est introduite dans le débat et dont on s'attend à ce que les gens qui participent au débat vont juste l'accepter comme ça, sans qu'on ait besoin de la démontrer par un argument et sans qu'elle repose sur une observation empirique qu'on pourrait faire. Hein, vous voyez, c'est vrai. Parce que si on pouvait la justifier par un raisonnement, il faudrait juste la justifier par le raisonnement. Hein. Pourquoi on se casserait la tête à la proposer comme évidente alors qu'on a un bon argument pour elle? Et si elle pouvait être défendue sur la base d'une observation empirique, donc on pourrait dire, voilà, regardez, vous faites cette observation et vous pouvez voir ça. Mais c'est pas ce qu'on fait là, c'est évident, par exemple, qu'on a le droit de mentir à l'assassin dans le cas proposé par Constant. Donc voilà, une première définition de ce qu'est des intuitions, c'est en termes d'une proposition intuitive du rôle que jouent ces propositions dans la dialectique philosophique. Les propositions qui sont présentées comme intuitives dans un débat philosophique, c'est celles dont on s'attend à ce que les gens les acceptent pour elles-mêmes, comme étant évidentes, sans avoir à les justifier, soit par l'expérience, soit par un raisonnement. Et ça amène à une définition psychologique des intuitions. Qu'est-ce que c'est que avoir l'intuition que? Avoir l'intuition que, selon un certain nombre de philosophes qui le définissent comme ça, c'est être intellectuellement attiré par une proposition. Hein, on pose une proposition et le fait de comprendre cette proposition vous suffit à être attiré, à avoir envie de l'accepter comme vraie, même en absence de raisonnement ou de preuves empiriques données en sa faveur. Hein, par exemple, l'idée c'est que si je vous donne l'exemple de Constant, ça vous paraît clair, ça vous paraît tentant de dire qu'on a effectivement moralement le droit de mentir à l'assassin, et que vous n'avez pas forcément, cette attraction ne vient pas d'un raisonnement conscient,
d'une déduction, et elle ne vient pas d'une observation empirique, c'est juste, voilà, ça paraît évident dans cette situation. Donc voilà par exemple comment Jonathan Weinberg, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les intuitions, définit les intuitions, dit voilà, les intuitions sont des bestioles un petit peu bizarres, ce sont des événements intellectuels dans lesquels il nous semble que quelque chose est le cas, mais sans que cela ne vienne d'un processus inférentiel, c'est-à-dire d'un raisonnement à partir de raisons, ou du fait qu'on se souvienne que c'est le cas. Quand les intuitions se produisent, elles arrivent avec une certaine science psychologique, mais on ne sait pas exactement d'où elles viennent. C'est juste, on a cette impression que quelque chose est vrai, comme ça, à première vue. Alors il y a des gens qui ont proposé des définitions des intuitions beaucoup plus complexes et chargées que ça, mais on va dire que ça c'est la définition un peu minimale sur laquelle on peut s'entendre. Alors, est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que tout le monde voit un peu ce qu'on entend par intuition, ou est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont un peu perdus? Non, ça va? Alors la question qu'on peut se poser une fois qu'on a défini l'intuition dans ce sens-là, c'est qu'on peut se demander si les intuitions existent. Hein, parce que c'est bien beau de parler d'événements mentaux comme ça. On peut se demander, est-ce que vraiment ces choses-là existent? Et il y a des exemples dans la littérature. Donc là, je vais prendre un exemple qui est très connu maintenant, et sur lequel je reviendrai dans une des séances. C'est ce qu'on appelle le problème du trolley. Donc je pense que tout le monde connaît, mais je vais quand même faire semblant que vous ne le connaissiez pas et résumer brièvement. Le problème du trolley arrive quand on confronte deux cas. On vous dit, voilà, dans ce cas-là, un train va écraser 5 personnes et la personne qui est là peut sauver les 5 personnes en détournant le train sur cette personne-là. Et on demande aux gens, est-ce que ce serait moralement acceptable de le faire? Est-ce qu'on aurait le droit de faire ça, de détourner le train sur une personne pour en sauver 5? Et dans ce cas-là, beaucoup de gens ont l'intuition que oui. Alors on verra ça plus en détail plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en contraste avec un autre cas où le train est en train de passer... va écraser 5 personnes, mais on peut arrêter le train en poussant quelqu'un sous le train. C'est-à-dire, voilà, il va se coincer dans les roues, ça va faire obstacle, le train va s'arrêter avant de toucher les 5 personnes. Et là, dans ce cas-là, beaucoup de gens ont l'intuition que ça ne paraît pas vraiment acceptable comme action. Et donc, toute la question, c'est de savoir, toute la question que se posent certaines personnes, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre les deux cas? Parce que si on le réduit aux éléments les plus basiques, c'est toujours une vie contre 5, mais il y a un cas où ça paraît acceptable et un cas où ça ne paraît pas. Donc là, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la différence entre les deux. Il y aura une séance vraiment dédiée à la psychomorale. Mais ce qui est intéressant, c'est les résultats de cette expérience qui a été faite, où on a proposé des cas semblables. Donc là, c'est des cas légèrement différents. Ce n'est pas avec des gens ligotés au rail, c'est des gens qui se promènent sur les rails. Je pense que ça fait quand même un peu une différence, parce que quelqu'un qui se promène sur les rails a un peu mérité de mourir, mais bon. Mais bon, voilà, on va pas s'arrêter là. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une expérience qui a été faite sur un grand nombre de participants dans plusieurs pays. Et en gros, l'expérience trouve effectivement ça, que la plupart des gens jugent que c'est acceptable de détourner le train dans ce cas-là, mais pas de pousser l'homme sous le train dans ce cas-là. Mais alors, ce qui est intéressant justement dans cette étude, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le sous-ensemble de participants qui donne un verdict différent dans les deux cas. Donc souvent, la plupart de ces participants, c'est acceptable de détourner le train et pas acceptable de pousser l'homme. Il y a quand même très peu de gens qui montrent le pattern de réponse opposée. Le but, c'était de leur dire, voilà, mais est-ce que vous pouvez justifier, est-ce que vous pouvez m'expliquer, pas justifier, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez répondu de cette façon? Voilà, pourquoi vous avez répondu de cette façon-là? Et donc, les participants écrivaient quelque chose pour justifier leur réponse, et après... les expérimentateurs lisaient toutes les réponses, donc là il y a plusieurs milliers de participants, donc c'était chouette, et ils les rangent dans plusieurs catégories. Là il y avait 3 catégories, c'était des catégories très générales. Il y avait une catégorie, c'était la réponse est hors sujet, c'était vraiment du genre, des gens qui disent « shit happens », c'est vraiment un truc qu'ils citent, ou c'est la vie, voilà, bon, là c'est des réponses pas très éclairantes, on les écarte, etc. Et ensuite, il y avait les 2 autres catégories de réponses qui étaient beaucoup plus intéressantes. C'était est-ce que l'explication, la justification était suffisante ou insuffisante? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une explication suffisante ou insuffisante? L'idée, c'était de coder une explication comme suffisante dès lors qu'elle pointait du doigt un élément qui était distinct entre les 2 scénarios. Par exemple, certaines réponses étaient « Ah, ben dans ce cas-là, dans le cas où il faut détourner le train, j'ai trouvé ça acceptable parce que quand même, on tuait qu'une personne pour en sauver 5. » Ça, c'est une justification insuffisante. Pourquoi? Parce qu'en fait, le même raisonnement s'applique à l'autre cas. Vous voyez? Alors,
ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, la plupart des gens donnent des... je me suis gouré. La plupart des gens donnent des justifications insuffisantes, en fait. À peu près, je crois que c'est entre 20 et 30% des participants arrivaient à donner une justification suffisante. C'est-à-dire que pour la plupart des gens qui étaient impliqués dans cette étude-là, c'était assez clair qu'il y avait un cas qui était acceptable et un cas qui n'était pas acceptable. Mais par contre, ils n'étaient pas capables d'expliciter directement quelle était la raison pour laquelle ils avaient fait un jugement différent dans les deux cas. Donc c'est ça un peu la nature d'une intuition telle qu'on l'a définie, c'est-à-dire que voilà, ça leur paraît assez clair qu'il y a un cas où c'est acceptable et un cas où c'est pas acceptable, mais par contre, c'est pas quelque chose qu'ils déduisent sur la base d'une théorie. Ils peuvent pas vous retracer l'argument, le raisonnement qui a amené à cette conclusion. C'est juste, voilà, ça arrive spontanément sans qu'ils savent d'où ça vient. Donc il y avait aussi, ils avaient aussi contrôlé quand même le niveau d'études en philosophie des participants, et voilà, si vous avez fait des études en philosophie, il y avait entre 40 et 50% des gens qui fournissaient une explication suffisante. Donc voilà, vous augmentez votre capacité à rationaliser, à trouver des justifications pour vos intuitions si vous étudiez la philosophie, ce qui est déjà pas si mal quand même. Mais ce qui est important, c'est ça, voilà. Il y a des choses qui apparaissent évidentes sans qu'on ait forcément conscience de pourquoi on les trouve évidentes. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller dans les cas des trollés, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de processus cognitifs dans la vie de tous les jours qui correspond en fait à ce qu'on appelle des intuitions dans ce sens-là. Ce n'est pas des choses super exotiques. Donc en fait, une des disciplines qui a parlé d'intuition aussi bien que la philosophie, par exemple, c'est la linguistique. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais un des rôles que les linguistes essayent de faire, c'est de trouver quelles sont les règles qui gouvernent la plupart des langages, en fait. Et en fait, ce dont les linguistes s'aperçoivent, c'est qu'après 50, 60 ans de recherche, ils n'ont pas encore réussi à définir toutes les règles qui gouvernent le langage, même si c'est leur propre langue maternelle. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles qu'on suit inconsciemment, et la façon dont les linguistes travaillent, c'est qu'ils utilisent leurs intuitions, et les intuitions de participants, s'ils ont assez d'argent pour en payer, sur des phrases. C'est-à-dire ils disent, voilà, on va regarder si les gens ont l'intuition que c'est grammatical ou pas grammatical. Et très souvent, les gens ont des intuitions très claires sur ce qui est grammatical ou pas grammatical dans leur langue d'origine, dans leur langue maternelle, mais sans forcément être capable de dire pourquoi c'est grammatical ou pas grammatical. Donc là, c'est un exemple que j'ai pris d'un article de linguistique, c'est « Je n'ai pas, et c'est regrettable, malheureusement réussi à convaincre Pierre ». Donc ça, dans l'article, c'est contrasté avec une autre phrase qui est « Je n'ai malheureusement pas, et c'est regrettable, réussi à convaincre Pierre », qui paraît grammaticale, vous voyez, mais celle-là paraît beaucoup moins grammaticale à la plupart des locuteurs du français. Maintenant, voilà, si je vous demande tout de suite pourquoi, vous pouvez peut-être y arriver, mais ça demande un petit peu de réflexion, vous voyez. Vous n'aviez pas la règle présente à l'esprit. Ce n'est pas un raisonnement conscient qui vous a amené à juger que c'était pas grammatical. Donc voilà, ça, le fait de trouver une phrase grammaticale ou pas, c'est une intuition qui arrive spontanément. Vous voyez que ce n'est pas un truc métaphysique super mystérieux, quoi. C'est juste, voilà, on a une certaine compétence à appliquer des choses sans être conscient des rouages psychologiques qui gouvernent l'application de ces choses-là. Alors un autre type de choses qu'on peut appeler une intuition, c'est par exemple tout ce qui est catégorisation et reconnaissance. Peut-être que vous n'avez jamais vu cet oiseau. Moi j'ai cherché exprès une image d'oiseau que je n'ai jamais vue. Mais si on vous demande ce que c'est, vous allez dire que c'est un oiseau. Après on peut vous demander pourquoi c'est un oiseau, et vous êtes capable sûrement d'expliquer, mais il est probable qu'en général vous avez juste reconnu que c'était un oiseau. Vous n'avez pas fait un raisonnement conscient, c'est juste apparu que c'était un oiseau. Vous n'êtes pas dit « alors il a des ailes, il a des machins, etc. » La catégorisation et la reconnaissance, ça se fait spontanément et ça correspond à ce qu'on appelle des intuitions. Par exemple, on verra qu'il y a des expériences, il y a des débats en philosophie de l'art qui utilisent des intuitions des gens sur ce que si un objet ou un autre est de l'art, est-ce que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus mystérieux que le fait de catégoriser si quelque chose ou pas est un oiseau? Pas forcément. Alors il y a aussi les jugements moraux. Il y a beaucoup de jugements moraux qu'on fait spontanément sans forcément savoir les règles. Alors ça marche peut-être moins bien maintenant, mais quand je l'utilisais il y a une quinzaine d'années pendant ma thèse, ça marchait assez bien. C'est-à-dire que quand vous montrez ça, donc ça s'appelle les laisses pour enfants, ça doit plus s'appeler comme ça, on a dû rebaptiser ça harnais maintenant, parce que ça sonne vachement mieux. Mais en anglais, ça s'appelait childish, donc la laisse pour enfants. Et en général, beaucoup de gens, quand ils voyaient ça pour la première fois, avaient quand même le sentiment qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pas, quoi. Alors que je peux vous jurer, quand vous êtes parent, en fait, finalement, vous comprenez très très vite, quoi. Vous devenez très très indulgent. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une sorte de malaise immédiat quand ils voient ça, mais ils ne savent pas forcément expliquer pourquoi. Et il y a plein d'exemples comme ça, de trucs un petit peu bizarres qui déclenchent une réaction qu'on n'a pas toujours besoin de justifier. Alors, j'en ai beaucoup sur la morale. Par exemple, un autre cas qui marchait assez bien, c'était quoi? Oui, c'était
En Angleterre, il y avait eu un marchand de glace qui vendait des glaces faites à partir de lait maternel humain. Et là, ça pose... Là, les gens ont tout de suite un truc genre... Alors après, pour justifier, c'est un petit peu plus difficile, vous voyez, mais il y a quand même spontanément une réaction qui vient comme quoi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là-dedans. Hein. Peut-être que cette réaction est fausse, hein, je ne dis pas qu'elles sont forcément vraies, peut-être qu'elle n'est pas justifiée, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a une réaction immédiate pour laquelle vous n'avez pas forcément de justification appropriée qui vient. Et enfin, il y a tout ce qu'on amène le jugement esthétique, hein. Ça c'est un classique de l'histoire de la philosophie, de dire que finalement, dans le jugement esthétique, quand on trouve qu'une œuvre est belle ou qu'elle a telle qualité, on ne le fait pas sur la base d'un raisonnement, on ressent juste qu'elle est comme ça. Alors ça, vous avez demandé qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon exemple d'œuvre préféré, parce que je travaille pas mal sur les œuvres profondes. Et ça, c'est un artiste anglais. Ça s'appelle The Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. L'impossibilité de la mort dans l'esprit de quelqu'un encore vivant. Et c'est juste un requin dans un aquarium de formol. Très, très intriguant. Mais bon, il y a sûrement des œuvres d'art qui déclenchent des réactions beaucoup plus spontanées, dans lesquelles vous dites « Ah, ça c'est beau », ou alors « bof », quoi. Et vous n'êtes pas toujours en mesure de justifier tout de suite, peut-être qu'il faut réfléchir sur votre réaction pour trouver pourquoi vous avez cette réaction. Donc vous voyez, finalement, l'idée c'est que vraiment ce qu'on appelle intuition en philosophie, il faut vraiment se débarrasser de l'idée que c'est un truc forcément... on est tout de suite en train de faire appel à des forces mystérieuses qui permettent aux gens de saisir la réalité à distance. Non, voilà, ce qu'on appelle intuition, c'est un type de mécanisme qu'on trouve dans beaucoup de domaines. Après, le fait de savoir si c'est fiable et si en philosophie c'est utilisable, on va voir que c'est toute la question que se posent les philosophes expérimentaux. Mais c'est pas parce que ça porte un nom comme intuition que forcément c'est un truc un peu surnaturel et étrange. Voilà. Alors du coup, pour revenir du coup à l'usage des intuitions en philosophie, jusque-là j'ai beaucoup insisté dans les exemples que j'ai pris sur l'idée que les intuitions peuvent servir à invalider une thèse en fait. Hein, vous voyez. Dans les cas que j'ai pris jusqu'ici, il y avait une théorie, on propose une expérience de pensée qui déclenche une intuition qui va à l'encontre de la théorie, vous voyez. Mais en fait, ce n'est pas du tout le seul usage. On peut faire un usage inverse qui consiste à défendre une théorie sur la base de certaines intuitions. Hein, et souvent, ça prend la forme suivante, c'est qu'on a un certain nombre d'intuitions sur des cas, et on va essayer de justifier une théorie en disant c'est la théorie qui permet le mieux d'expliquer, de rendre compte de ces intuitions. Donc l'exemple le plus connu que vous avez déjà sûrement croisé, donc j'ai pris que des exemples les plus connus possibles pour l'introduction, histoire de ne pas tout de suite vendre les trucs un peu plus sexy. Donc un exemple très connu, c'est celui proposé par Peter Singer, ici, qui propose l'exemple de l'enfant dans la mare. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'exemple de l'enfant dans la mare? Non, c'est bon, tout le monde connaît. Ouais. Alors l'exemple de l'enfant dans la mare, c'est un classique de la philosophie morale, c'est, imaginez, voilà, vous vous promenez, vous êtes dans vos meilleurs vêtements, peut-être parce que vous allez, par exemple, à un entretien d'embauche. Voilà, vous avez mis vos plus belles chaussures, votre plus beau pantalon, tout ce que vous voulez. Et sur votre chemin pour vous rendre à votre rendez-vous, vous voyez une mare qui est assez peu profonde et, va savoir pourquoi, il y a un enfant qui est en train de se noyer dedans. Et il ne sait vraiment pas nager, quoi. Il va mourir dans quelques secondes. Et du coup, en fait, pour vous, c'est assez facile d'aller le sauver. Hein. Il suffit d'aller dans la mare. Il n'y a même pas besoin de nager, en fait. Hein. Ça va vous arriver juste ici, de choper l'enfant, de le sortir. Et voilà, vous aurez sauvé une vie quand même. C'est bien chouette. Mais bon, vous allez quand même dégueulasser vos vêtements et ça va vous coûter quand même assez cher en teinturier, voire en rachat de nouveaux vêtements, parce que je ne suis pas très spécialiste de l'enlevage de boue sur les vêtements. Et donc, ce que dit Singer, c'est voilà, donc dans ce cas-là, vous avez le choix. Vous pouvez laisser quelqu'un mourir et quand même économiser pas mal d'argent. Ou vous pouvez sauver cette personne et avoir beaucoup de frais à payer. Et là, ce que dit Singer, c'est que je pense que beaucoup de gens auront l'intuition que ce serait très très mal moralement de ne pas aller sauver l'enfant et de continuer le chemin sans aller le sauver. Ce serait très très mal de le laisser mourir. En général, ça va, c'est quand même quelque chose sur lequel les gens ont une intuition assez forte. Hein, donc c'est ce genre d'intuition sur lequel c'est assez facile de construire une théorie parce qu'elle est assez robuste. Donc ça, c'est l'intuition de départ. C'est l'intuition que ce serait très très mal de ne pas aller sauver l'enfant dans la mare, même si ça vous coûte cher. Voilà. Donc, ça, c'est l'intuition de base. Et Singer dit, voilà, ça c'est le cas particulier, mais on va essayer de trouver quelle est la règle qui justifie, en fait, qui justifie ce cas particulier. Et bon, c'est là que se posent plein de problèmes, parce qu'il peut y avoir plein de règles différentes qui justifient le cas particulier. Vous savez, c'est comme en science, hein, il y a ce problème qui dit que sur la base d'un certain nombre d'observations, on peut créer une infinité de théories qui rendent compte de ces observations. Mais donc, Singer, lui, fait le choix suivant, il dit, voilà, pour moi, c'est assez clair que la règle qui explique notre jugement dans le cas de l'enfant dans la mare, c'est la suivante, c'est, s'il est en notre pouvoir de prévenir un mal,
sans que cela nous demande de sacrifier une chose d'importance morale au moins égale, alors nous avons le devoir de prévenir ce mal. L'idée, c'est que dans ce cas-là, je peux prévenir un mal, qui est la mort d'un enfant. Bon, si je le préviens, il va y avoir un mal, c'est que mes fringues vont être ruinées, mais clairement, ça ne doit pas avoir la même importance morale que le fait que l'enfant meurt, ça doit avoir une importance morale moindre, le fait que mes vêtements sont dégueulassés. Donc, dans ce cas-là, j'ai ce devoir-là. Donc ça se fait Donc Singer utilise ensuite cette règle pour dire, du coup, en fait, il y a plein de choses mal qu'on fait dans la vie de tous les jours. Par exemple, si ce soir vous aviez prévu de faire un super resto à plusieurs centaines de francs, pensez que vous pouvez donner cette même somme à une association qui va aider à sauver des gens, par exemple en attribuant des vaccins dans des zones où il y a certaines maladies, en permettant d'acheter du matériel médical pour des populations défavorisées. Et du coup, c'est mal, en fait. Si vous faites le choix d'aller ce soir au restaurant, dépenser votre argent dans un plat sûrement très fantastique et succulent, alors que vous pourriez l'utiliser pour sauver des vies, selon le principe que je viens d'énoncer, c'est mal. Et ce principe, comment on le justifie? Parce que c'est celui qui rend compte de l'intuition de l'enfant dans la mare, vous voyez. Donc ça c'est intéressant. Une des raisons pour lesquelles je prends cet exemple, c'est que souvent on se dit, oui, mais si les philosophes raisonnent à partir des intuitions, ça veut dire que le résultat de la philosophie, ça va être forcément un truc un peu conservateur. Ça va être uniquement de justifier ce qu'on croit déjà, vous voyez. Parce qu'on part des choses qui nous paraissent évidentes. Mais l'idée, c'est que pas mal de raisonnements en philosophie partent de trucs qui paraissent évidents, puis arrivent en fait à des conclusions quand même assez surprenantes. Par exemple, on pourrait dire, voilà, une intuition, ça paraît intuitif que si je ne suis pas sûr de quelque chose, je ne sais pas cette chose-là. Et que pour être sûr qu'une chose est vraie, je dois exclure toutes les autres possibilités. Ça peut paraître très intuitif, mais le problème c'est que si vous acceptez ces deux-là, vous devez aussi accepter que vous n'êtes pas complètement sûr que le monde extérieur existe, que vous ne savez pas que le monde extérieur existe. Et donc, parce que finalement vous n'avez pas exclu la possibilité que vous êtes dans une matrice, blablabla, tout ce que vous voulez. Tu vois. Donc c'est pas parce que la philosophie part d'intuition dans certains de ses raisonnements que le résultat des raisonnements est forcément quelque chose d'intuitif. Vous voyez. La propriété intuitive ne se transmet pas forcément des prémices à la conclusion du raisonnement. On peut partir de prémices très intuitives et arriver à une conclusion vraiment très bizarre. Un exemple classique, par exemple, c'est le Sorit. Vous savez, les arguments du Sorit. L'idée que si je suis pas chauve et qu'on m'enlève un cheveu, je suis toujours pas chauve. Ça paraît quand même très intuitif comme prémisse, vous voyez. Et le problème, c'est que si vous répétez cette opération 50 000 fois, si on me retire tous les cheveux que j'ai sur la tête, je serai jamais chauve, quoi. Donc là aussi, on a une conclusion qui est probablement fausse et très contre-intuitive, mais qui dérive de prémices intuitives. Donc voilà, un autre usage des intuitions en philosophie, c'est d'utiliser des intuitions sur des cas particuliers pour justifier des théories plus générales. Et enfin, quelque chose qu'il faut souligner, parce qu'on le verra, c'est que jusque-là, j'ai donné les exemples d'intuitions comme étant des intuitions sur des cas particuliers, au sujet de cas particuliers, mais on a aussi en philosophie des philosophes qui disent des intuitions sur des principes plus généraux. Alors des fois, ça peut être des principes qui paraissent vraiment très très évidents. Donc par exemple, là, il y a Henry Sidgwick, qui est un éthicien de la fin du 19e siècle, qui dit, voilà, qui propose plusieurs principes généraux très intuitifs selon lui, comme point de départ pour sa théorie. Et un de ces principes, c'est le principe de justice. Le principe de justice nous demande de traiter les cas semblables de façon semblable dans la réflexion morale. Voilà, c'est-à-dire que si deux personnes font exactement la même action, alors ces deux actions doivent avoir la même valeur morale. Ça paraît un principe pas trop foufou, mais en tout cas, il en a besoin pour son raisonnement, et il vous dit, voilà, ça c'est un principe intuitif. D'autres exemples de principes intuitifs qu'on trouve, par exemple dans le domaine de l'éthique, il y a le principe des possibilités alternatives, donc ça on va en reparler beaucoup plus quand on parlera du libre arbitre, mais beaucoup de raisonnements sur le libre arbitre disent, voilà, c'est assez intuitif que un agent ne peut être responsable d'une action ou d'une conséquence que dans la mesure où il aurait pu faire autrement. Ça paraît assez intuitif. On verra qu'il y a beaucoup d'arguments pour et contre ça. Ou un dernier principe intuitif qui est par exemple proposé par Kant comme étant complètement évident, c'est le principe selon lequel devoir implique pouvoir. C'est l'idée que si je dois faire quelque chose, si j'ai le devoir moral de faire quelque chose, alors je dois avoir la possibilité physique, la possibilité métaphysique de le faire. Ça doit être possible pour moi de le faire. Dans le langage ordinaire, on appelle ça le principe à l'impossible, nul n'est tenu. Si quelque chose est impossible, s'il m'est impossible de faire quelque chose, alors je n'ai pas le devoir moral de le faire. Alors ça, j'en parlerai pas trop dans le cours, donc je peux vous dire, voilà, ça paraît intuitif, mais c'est pas clair. Par exemple, il y a des gens qui ont proposé des contre-exemples en disant, voilà, imaginons que
Mais alors, un exemple classique, c'est imaginons que je dois rendre mon mémoire pour demain, que mon mémoire doit faire cette longueur, et que j'ai toujours pas commencé alors que c'est la veille au soir, bah, ça me paraît plus trop possible d'arriver à le faire, de taper le mémoire. Est-ce que ça veut dire que du coup, du coup, j'ai plus le devoir de le faire? C'est pas complètement évident. Après, on pourrait dire, voilà, il faut réviser le principe parce que c'est ça a au moins été possible à un moment que je le fasse à temps. Donc il y a plusieurs révisions du principe qui sont proposées. Vous voyez, donc il y a des principes intuitifs qui sont utilisés, il n'y a pas que des intuitions sur des cas particuliers. Donc voilà. Dernière question sur l'appel aux intuitions, et ensuite je passe enfin à parler de philosophie expérimentale, c'est du coup pourquoi est-ce qu'on fait appel aux intuitions? Pourquoi est-ce que les philosophes font appel aux intuitions? Parce que déjà tout raisonnement philosophique doit partir de quelque part. Donc on ne peut pas toujours justifier chaque proposition qu'on introduit dans le débat philosophique sur la base d'une autre proposition. Sinon on finirait jamais, il y aurait une régression à l'infini. Il faut donc qu'il y ait des propositions qui soient acceptées comme point de départ du raisonnement. Alors ces propositions, si elles ne sont pas données par raisonnement, elles peuvent venir de l'observation empirique, de l'observation de la vie de tous les jours, de l'observation scientifique, mais il y a certains domaines dans lesquels il n'y a pas de preuve empirique possible. Par exemple, si je vous demande est-ce que telle action est mal? Par exemple, est-ce que c'est mal de mentir à l'assassin qui veut zigouiller mon ami? Ce n'est pas une observation empirique qui va vous dire si c'est mal ou pas. Vous n'avez pas un truc qui mesure, il n'y a pas encore d'objet qui mesure les propriétés morales des situations, quoi. On n'a pas encore de... Donc pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est cette certitude intuitive que oui, ce serait acceptable, quoi. De la même façon, pour des débats, des débats en philosophie de l'art, quand on vous demande est-ce que la Pissotière de Duchamp est une œuvre d'art? C'est pas quelque chose dont on peut dire, voilà, on va demander aux scientifiques, ils vont mesurer le taux d'artitude à l'intérieur de l'objet d'art, et puis on va décider si c'est une œuvre d'art. Non, c'est quelque chose sur lequel une chose sur laquelle on est obligé de faire appel à des intuitions sur la catégorisation de quelque chose comme une œuvre d'art ou pas, au moins dans le raisonnement. Donc en fait, il y a beaucoup de domaines dans lesquels il faut partir de quelque part, ça c'est dans tous les domaines, et il y a beaucoup de domaines philosophiques dans lesquels on ne peut pas se baser sur l'observation ou des preuves empiriques, il faut se baser sur un certain nombre de certitudes de base qui paraissent assez solides pour soutenir la théorie philosophique ensuite. Et c'est pour ça que du coup on fait appel aux intuitions, c'est parce que finalement est-ce qu'on peut vraiment faire autre chose, quoi. C'est pas que les philosophes aiment pousser leurs intuitions comme étant la preuve de la vérité, c'est que des fois il n'y a pas d'autre type de raisonnement possible. Mais ça on le verra plus en détail quand on discutera des objections à la philosophie expérimentale. Alors, du coup, la philosophie expérimentale, elle naît au début du XXIe siècle, vraiment au tout début des années 2000. Elle naît dans un contexte où on a dans le développement des sciences cognitives. Donc, je ne sais pas si vous voyez, à partir des années 60-70, il y a eu, dans le domaine de la recherche, le développement des sciences cognitives. Et les sciences cognitives, c'est un programme qu'on appelle interdisciplinaire. Donc, c'est des programmes qui mettent ensemble des philosophes, des spécialistes d'informatique et d'intelligence artificielle, de psychologie, de neurosciences, etc. Ce qui fait qu'on est arrivé vers la fin des années 2000 avec pas mal de philosophes qui étaient qui avaient des connaissances assez étendues de façon interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils savaient à quoi ressemblait une expérience en psycho, une expérience en neuro, qui étaient même capables parfois de faire des stats et de faire des expériences. Et donc, comme je vous ai dit, c'est aussi à la fin du XXe siècle qu'il y a eu beaucoup de discussions métaphilosophiques sur, mais en fait, c'est quoi ces intuitions qu'on utilise, nous, philosophes? Comment on peut savoir qu'elles sont fiables, d'où elles viennent, c'est quoi leur nature? Et si vous mettez les deux ensemble, vous avez des gens qui se disent « Ah, et si on allait étudier la nature et la fiabilité de ces intuitions ?» Vous voyez, c'est un peu une sorte de rencontre qui se fait un peu automatiquement. Et donc, la philosophie expérimentale, elle naît en grande partie parce qu'un certain nombre de philosophes vont se poser les questions suivantes. C'est déjà, est-ce que les intuitions en question sont véritablement partagées? Parce que souvent, les arguments philosophiques qui font appel aux intuitions, elles disent pas oui, moi j'ai l'intuition que, ça n'a aucun intérêt, quoi. Elles disent, ça paraît assez évident que, c'est une évidence assez partagée pour servir de point de départ commun à la conversation philosophique que, et des fois on peut se dire, ouais, est-ce que vraiment c'est le cas, ou est-ce que c'est juste le type tout seul qui est persuadé que tout le monde pense comme ça, mais en fait personne pense comme lui? C'est quand même une question assez valable, quoi. Parce que si votre argument pour votre théorie en philosophie, elle repose sur une évidence que vous êtes le seul à partager, ça veut dire que votre argument n'est pas partageable par les autres. C'est quand même assez embêtant. Parce qu'un argument, il est censé amener les autres à partager votre position. Donc si le point de départ de l'argument, c'est une intuition que personne partage, ça limite tout de suite un peu la portée du discours, vous pouvez voir. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les intuitions en question sont fiables? Est-ce que, voilà, on utilise les intuitions pour guider les théories philosophiques?
Mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ou est-ce qu'elles sont complètement détachées en fait, de la nature de l'objet qu'elles sont censées traquer en fait? Et enfin, on peut se poser la question, quelle est l'origine psychologique, culturelle, sociale de ces intuitions, hein? Qu'est-ce qui fait qu'on a ces intuitions et pas d'autres? Parce que ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant pour juger de leur fiabilité. Je veux dire, c'est quand même pas un argument très très original, hein. On trouve ça déjà pas mal au XVIIe ou XVIIIe siècle, hein, vous savez, de dire « Ah, mais regardez, dans les pays, dans les autres pays qui ne sont pas les nôtres, ils ont des croyances morales et religieuses très très différentes des nôtres. Donc peut-être que en fait, nos croyances morales et religieuses ne sont pas forcément justifiées, quoi. » Vous savez, la variabilité diminue l'évidence d'une position. Donc ça, c'est le genre de questions que vont se poser les philosophes expérimentaux, et c'est le genre de questions qu'on va explorer dans différents domaines à travers le cours. Alors juste pour finir avec l'introduction, il faut quand même distinguer 3 grands types d'approches en philosophie expérimentale, et je vais vous expliquer pourquoi moi je suis biaisé en faveur d'une, comme ça vous serez tout de suite au courant. Donc en gros, à l'intérieur de la philosophie expérimentale, on peut trouver ce que certains appellent le programme négatif, certains appellent le programme positif, et ce que personne n'appelle le programme positif, parce que ce truc n'a pas de nom, mais c'est en gros ce que font la majeure partie des philosophes expérimentaux. Donc je vais essayer de décrire ce que c'est. Alors le programme négatif, c'est ce dont on va parler en premier, et c'est ce qui m'intéresse le moins. Le programme négatif, c'est l'idée que le but de la philosophie expérimentale, le projet derrière, c'est un projet révolutionnaire. C'est de dire, voilà, jusqu'ici, les philosophes ont utilisé l'appel aux intuitions comme méthode, mais on peut montrer que cette méthode ne repose sur rien, elle repose sur du vent. Les intuitions qu'utilisent les philosophes ne sont pas du tout fiables, donc il faut tout cramer. Il faut arrêter de faire de la philosophie comme on en a fait jusqu'ici. Hein. Donc ça, c'était un des logos qui avait été créé à l'époque pour la philosophie expérimentale. Vous voyez, c'est tout en subtilité. L'idée, c'est que voilà, il y a la armchair philosophie, c'est les gens qui consultent leurs intuitions dans leur fauteuil. Et puis, il y a ceux qui ont le courage d'aller collecter les données sur les intuitions des gens. Et le résultat de cette enquête, c'est qu'il va falloir cramer le fauteuil parce que la réflexion en fauteuil ne fonctionne pas. Donc c'est ce qu'on appelle le programme négatif, parce que voilà, la conclusion principale de ce programme, c'est de dire l'appel aux intuitions en philosophie, c'est non. C'est une méthode qui n'est pas du tout viable. Et donc le but principal de la philosophie expérimentale, c'est d'arrêter cet abus, quoi. C'est une sorte d'intervention à l'intérieur de la philosophie en disant non mais il faut que tu arrêtes là avec les intuitions, ça suffit, il faut que tu passes à autre chose, il faut qu'on trouve autre chose. Alors ça se distingue de ce qu'on appelle le programme positif. Le programme positif, c'est la version un peu plus bisounours. C'est ceux qui disent « Ah mais non, nous on n'est pas du tout révolutionnaires, on adore la philosophie telle qu'elle est faite traditionnellement avec l'appel aux intuitions, on trouve juste que ce serait chouette que de temps en temps quand même, quand les philosophes disent « Voilà, c'est super intuitif que… » ils fassent un peu un background check sur leurs intuitions en vérifiant que, effectivement, l'intuition est partagée, que c'est pas juste eux, et que cette intuition, elle est effectivement fiable, qu'elle n'est pas le fruit d'artefacts cognitifs, de biais, etc. Donc là, par exemple, je vous ai pris un article assez récent dans lequel c'est assez clair la position. Voilà, ce qu'il dit, c'est la philosophie expérimentale est une façon de faire de la philosophie. C'est de la philosophie traditionnelle, mais avec juste un petit truc en plus, something extra. En plus des arguments philosophiques qui sont d'usage en philosophie, parce que bon, il faut des arguments, la philosophie expérimentale rajoute l'utilisation de méthodes empiriques pour tester les affirmations empiriques que font les philosophes, surtout les affirmations au sujet des intuitions en fait. Vous voyez, c'est un peu l'idée, c'est non, on peut continuer à faire de la philosophie comme avant, avec la même méthode, mais par contre, pour éviter de se planter quand on parle de ce qui est intuitif ou pas, ce serait bien d'aller vérifier que c'est vraiment intuitif ou pas, que l'intuition est effectivement partagée, qu'elle est fiable, etc. Donc là, vous voyez, c'est un peu le truc, non, ne nous cramez pas, on est gentils, on est vos amis, on ne veut pas du tout prendre vos postes et dire que ce que vous faites, c'est très très mal. Donc là, mais le point commun avec le programme négatif et le programme positif, alors c'est deux attitudes complètement opposées, mais leur idée c'est que ce qui est important, c'est que les philosophes font appel aux intuitions dans leurs arguments, et pour savoir si ces arguments sont valides ou pas, il faut étudier la nature des intuitions, mais ce qui fait la valeur de l'étude de la nature des intuitions, c'est parce que ces intuitions sont utilisées dans des arguments philosophiques. C'est parce que ces intuitions sont utilisées dans des arguments philosophiques que c'est intéressant de les étudier. Et ça contraste avec un troisième type de programme qui n'a pas vraiment de nom, qui s'appelle le programme descriptif. C'est ceux qui disent ouais, mais moi je trouve que
étudier la nature des intuitions au sujet, par exemple, de la morale, de la liberté, de l'art, de la beauté, ben c'est super intéressant en soi. Je m'en fous complètement de savoir si ces intuitions jouent un rôle dans tel ou tel argument philosophique. C'est juste que, voilà, il y a un certain nombre de concepts qui sont des concepts auxquels la philosophie s'est intéressée, hein, par exemple le bon, le beau, le vrai, la connaissance, la justice. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui fait que, d'étudier un peu la façon dont les gens pensent naïvement au sujet de ces concepts, et d'où viennent nos idées au sujet de ces concepts-là. Donc moi, ce que je veux faire, c'est avant tout créer des sortes de théories, par exemple, pour quelle théorie prédit que telle personne va avoir l'intuition que telle personne est libre, que telle personne agit intentionnellement, que telle chose est juste. Et voilà, donc c'est tout, c'est ça qui m'intéresse, c'est faire une sorte de créer une théorie de comment les gens pensent à ce genre d'objet philosophique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment défendu en partie par Joshua Knob, qui se trouve être un peu genre, je sais pas, la méga star de la philo expérimentale, c'est-à-dire que là, je vais montrer un exemple au début où c'est le genre d'analyse quantitative du nombre d'articles en philo expérimentale publiés dans les 20 dernières années, puis vous avez le nombre d'articles publiés, puis il y a un saut qualitatif entre le premier et le deuxième, et puis ensuite entre le deuxième, le troisième et le commun des mortels comme moi. Il y a Joshua Knob qui est devant tout, qui est tout là-haut, et lui, son idée, c'est la philosophie expérimentale, c'est juste de la science cognitive en fait. C'est juste une tentative pour comprendre ce qui se passe dans l'esprit des gens, comment ils pensent à tel ou tel sujet, comment ils pensent à tel ou tel sujet philosophique. Et bon, si après, ça peut avoir un impact, un intérêt pour les gens qui utilisent des intuitions dans leurs arguments en philosophie, why not? Mais c'est vraiment pas le but, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Alors on peut se dire, oui, mais du coup, comment est-ce qu'on justifie que c'est de la philosophie, du coup, hein, parce que du coup, ça paraît très détaché. La stratégie de Knob, c'est de dire, vous savez, avant le début du XXe siècle, les questions de savoir d'où venaient les idées, d'où venait l'idée de justice, l'idée de morale, c'était des questions philosophiques. On a décidé de laisser ça aux psychologues, mais on n'est pas obligé en fait. Ça reste... il a un argument qui est assez marrant dans ce papier. Il dit voilà, vous allez lire Platon et vous allez apprendre des choses sur la théorie qu'a Platon, dans la façon dont l'âme fonctionne et est divisée en 3 parties. Vous allez lire Locke, Hume sur l'origine des idées. D'où viennent nos jugements moraux, d'où viennent nos jugements esthétiques, etc. Et puis il dit, voilà, on a tous ces philosophes qui ont réfléchi pendant des siècles sur ces questions, et puis on nous dit, voilà, à partir du XXe siècle, vous arrêtez de considérer que ce sont des questions philosophiques. Il faut laisser ça aux psychologues et aux neuroscientifiques. Il dit, non, moi je veux pas. C'est des questions qui m'intéressent. C'est des questions qui intéressaient Nietzsche, c'est des questions qui intéressaient Hume, et du coup, c'est des philosophes, donc moi je suis un philosophe. Et ça m'intéresse. Alors du coup, on pourrait dire, oui, alors je suis pas si sûr que l'argument marche, parce que bon, Aristote s'intéressait quand même à beaucoup de trucs qui ressemblent aujourd'hui à de la biologie. Voilà. Mais bon, on pourrait dire, ouais, mais les biologistes s'en sortent, peut-être que les psychologues s'en sortent pas sans les philosophes, quoi. Non. Pour réfléchir à ces objets-là, quoi. Non, mais vous voyez un peu cette idée que l'origine des concepts, l'origine des idées, c'est une question philosophique classique, et donc il faut... Et donc, c'est tout à fait normal de s'y intéresser sans avoir à se poser la question de savoir si ce sont des intuitions qui vont être utilisées dans des arguments philosophiques de la philosophie du XXe et XXIe siècle. Retournons à la conception pré-XXe siècle de la philosophie qui s'occupait aussi de la nature de l'esprit humain. J'en profite pour le dire, mais je pense que ceux de vous qui m'ont fréquenté le savent déjà, mais c'est que effectivement, la plupart des départements de psycho sont en fait des sortes nés de la scission de départements de philo à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. En fait, c'est à l'intérieur de la philo, il y a une sorte de division à l'intérieur de la philosophie entre les gens qui faisaient des trucs expérimentaux, ça donnait des départements de psycho, et les philosophes qui ont fait bande à part. Et c'est vrai que en fait, la philosophie du XXe siècle, dans les deux traditions, continentale et analytique, elle est née sur un rejet complet de l'idée que la psychologie a un intérêt pour la philosophie. Dans les deux cas. Il y a des doutes. Vous avez des doutes? Ouais, un peu quand même, mais... Ouais, en gros, l'idée c'est que c'est que la deuxième moitié du 19e siècle, il y a eu un peu cette tendance à penser que la psychologie pouvait résoudre tous les problèmes de la philosophie, en fait. Il suffisait d'étudier comment les gens raisonnent, ça allait nous donner la clé de la logique. Il suffisait de voir comment les gens forment des jugements moraux, ça allait nous donner la clé de la morale, etc. Et si on regarde l'acte de naissance à la fois de la phénoménologie et de la philosophie analytique, ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'en fait les deux sont influencés par Frege, il y a un peu cette idée que non, il ne faut pas confondre
la façon dont les gens raisonnent et les lois pures de la logique, ce sont deux choses différentes. Les gens, ils peuvent raisonner de façon complète, qui n'ont rien à voir avec les lois de la logique d'habitude. Et il y a un peu cette idée que vraiment l'objet de la réflexion philosophique, c'est pas ce que les gens pensent, mais c'est ces objets purs eux-mêmes, quoi. Et il y a eu, pendant un moment quand même, une sorte de divorce assez profond entre les deux. Et donc là, l'idée, c'est un peu, voilà, on va revenir au bon vieux temps où on s'aimait tous et on va faire ça, et puis c'est quand même de la philo. Bon, en fait, je connais un peu les gens qui bossent là-dedans, je pense que la plupart, plus ou moins discrètement, se disent que de toute façon, savoir si c'est de la philo ou de la psycho, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de savoir si c'est vrai ou pas. Le seul moment où ça devient important, c'est quand il faut postuler à des postes ou demander des bourses, quoi. Mais dans la vie de tous les jours, bon, quand tu fais ta recherche, est-ce que savoir si ce que tu fais c'est de la philo ou de la psycho est vraiment si important, quoi. Bon, en vrai, c'est important pour certaines personnes, mais on peut se demander s'ils ont raison de se penser que c'est important ou pas. Voilà. Donc ça, c'est les trois grands programmes, les trois grandes branches de la philosophie expérimentale. Et donc, on va enfin plonger dans le cours lui-même. Donc là, c'est le programme du cours que j'ai mis sur le site. Donc dans les 3 prochaines séances, je vais en gros revenir dans les toutes premières expériences, les tout premiers articles qui ont été publiés, qui ont donné naissance à la philosophie expérimentale. Donc c'est un côté un peu historique et ça n'a pas toujours bien tenu le coup. Hein. Donc si au bout d'un moment vous en avez marre que je vous dis ah mais en fait c'est juste, en fait ils ont dit ça mais ça marche pas du tout. Vous inquiétez pas, c'est juste pour la partie historique. Après ça s'arrangera. Mais donc dans les 3 premières séances, on va voir le programme négatif, le programme positif et l'idée de philosophie expérimentale comme science cognitive à travers 3 thèmes. La philosophie de la connaissance, principalement pour le premier, la psychologie morale et les dilemmes moraux pour le deuxième, et la question de qu'est-ce que c'est qu'une action intentionnelle dans la troisième. Après, il y aura un gros bloc dans lequel je développerai un peu les champs dans lesquels la philosophie expérimentale a déjà produit pas mal de travaux et a réussi à obtenir au moins un certain consensus stable sur certains résultats très intéressants. Ce qui n'est pas toujours gagné parce que c'est de la philosophie expérimentale, mais c'est quand même de la philosophie, donc personne n'est d'accord en général. Alors du coup, je vais d'abord discuter de quelque chose qui m'ennuie profondément, mais on est obligé d'en parler, c'est de discuter des grands débats métaphilosophiques qui ont été soulevés, c'est-à-dire qu'est-ce que la philosophie expérimentale nous dit sur l'appel aux intuitions, est-ce qu'on peut continuer à en faire, etc. etc. Et après, je parlerai de domaines comme la philosophie expérimentale du libre arbitre, de la philosophie de l'esprit, de l'art et de l'esthétique, et une séance où je parlerai à la fois de l'identité personnelle et du bonheur, ce qui peut paraître un mélange assez bizarre, mais il y a une raison très simple à ça, c'est qu'en fait, un certain nombre d'effets qui se retrouvent sur les 2 sujets, en fait, ont une sorte d'explication commune, malgré ce qu'on pourrait croire. Donc ce sont 2 sujets qui sont au moins reliés du point de vue psychologique. Et enfin, dans les dernières séances qui nous resteront, j'essaierai de développer des domaines dans lesquels il commence à y avoir de la philosophie expérimentale, mais c'est pas toujours clair que ça soit vraiment des domaines dans lesquels c'est forcément le truc le plus pertinent, hein, parce que des fois c'est pas forcément pertinent. Donc un cas où c'est bien installé, on verra philosophie expérimentale en politique et en philosophie du droit, ce qui est un truc assez à la mode. Là on ira sur un truc encore plus tendancieux qui est la philosophie expérimentale en métaphysique et en philosophie de la religion, où là ça devient encore plus difficile, et on finira sur est-ce qu'on peut vraiment avoir une philosophie expérimentale des sciences. Il y a des gens qui essayent de faire ça. Ça donne des trucs intéressants, mais après, je ne sais pas si le projet en général tient la route. Ça, on en parlera ensuite. Voilà, donc ça, c'est le programme, et bon, si après on dévie, s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres, c'est aussi possible. Donc voilà, dans le temps qui reste aujourd'hui, on va commencer la première séance sur le programme négatif. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la suite? Non, c'est bon? Tant que je change de diapo. Alors voilà. Donc comme je disais, je vais commencer par parler de la partie de la philo expérimentale qui m'excite le moins. Je vais expliquer pourquoi c'est celle qui m'intéresse le moins. C'est ce qu'on appelle ce que j'ai appelé le programme négatif. Et on va voir qu'un des domaines dans lequel le programme négatif s'est beaucoup développé, c'est en parlant de philosophie de la connaissance. Voilà, ça c'est une illustration du programme négatif, parce que voilà, la philosophie expérimentale, c'est un truc jeune, donc on fait des mèmes. Voilà, mais c'est un peu ça l'esprit du programme, ça représente bien un peu l'idée, c'est voilà, il y a des gens qui veulent dire des trucs, c'est intuitif que, puis le programme négatif il dit non. Voilà, donc un des tout premiers papiers de philosophie expérimentale qui va sortir, alors il n'y a pas écrit philosophie expérimentale dedans, hein, c'est un label qui a été inventé de façon rétrospective, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un des papiers pionniers. C'est un papier qui sort en 2001 et qui s'appelle Normativity and Epistemic Intuitions. Et c'est un papier qui va se concentrer sur l'utilisation des intuitions dans le domaine de la philosophie de la connaissance. Alors là, je vais faire un petit rappel, je pense qu'il y en a déjà qui connaissent ça.
un des projets de la philosophie de la connaissance, tout simplement, c'est de définir ce que c'est que la connaissance. Hein. La connaissance, alors connaissance, quand on dit le mot dans l'abstrait, et connaissance, ça fait très grand, mais en général, quand ils cherchent à définir la connaissance, il faut juste chercher à définir ce que ça veut dire de savoir que quelque chose. Hein. Par exemple, je sais que mes clés sont dans ma poche, c'est une connaissance. Donc voilà, la connaissance, c'est pas forcément ce truc noble où il n'y a que les sciences ou je sais pas quoi. Ça implique la connaissance dans son sens commun. Et un point de départ, que tout le monde accepte plus ou moins à l'intérieur de la philosophie de la connaissance, c'est que pour savoir quelque chose, il faut déjà croire cette chose, c'est-à-dire croire au sens juste de penser que c'est vrai. Hein. Voilà. Pour savoir que mes clés sont dans ma poche, il faut que je pense que mes clés sont dans ma poche. Il faut que je croie que mes clés sont dans ma poche. Si je crois que mes clés sont par terre dans la rue, je ne peux pas savoir qu'elles sont dans ma poche. Je pense que jusque-là, ça va. Est-ce qu'il y a des objections à ça? Tout le monde est OK là-dessus. Et la deuxième condition que beaucoup de gens acceptent, hein, mais pas tout le monde, c'est qu'il faut que ce que je crois soit vrai. Hein. Par exemple, si je crois que mes clés sont dans ma poche et qu'en fait elles sont par terre, je ne peux pas savoir que mes clés sont dans ma poche. Donc l'idée de départ, c'est que pour savoir quelque chose, il faut croire que c'est vrai et que ce soit vrai. Mais depuis Platon, il y a cette idée que, avoir une opinion vraie, une croyance vraie, ça n'est pas la même chose que savoir quelque chose. Hein. Donc le passage classique chez Platon, c'est dans le Ménon. Hein, Socrate dit « Je ne prétends pas moi-même savoir cela de science certaine, je ne fais que poser des questions. Je parle par conjecture, mais que l'opinion vraie et la science soient choses différentes, c'est à mon avis plus qu'une conjecture. S'il y a quelque chose que je crois savoir, et je ne crois pas en savoir beaucoup, celle-ci serait mise par moi au premier rang des choses que je sais. » C'est très juste Socrate, toujours. Donc voilà, ce que dit Socrate, c'est juste voilà, croire que quelque chose, avoir une opinion vraie, c'est pas la même chose que savoir. Donc il y a un ingrédient qui manque, hein, qu'il faut rajouter. Hein, est-ce que tout le monde est OK avec l'idée que l'opinion vraie, c'est pas la même chose que la connaissance, ou est-ce qu'il faut que je développe l'argument? Ça va? C'est bon? On peut passer à la suite. Voilà. Une façon classique, on va voir, elle n'est peut-être pas si classique en fait, mais dans le mythe, il y a l'idée que la façon classique, c'est-à-dire celle à laquelle croient la plupart des philosophes anglo-saxons à la première moitié du XXe siècle, donc la façon classique, c'est de dire que l'ingrédient supplémentaire pour transformer une opinion vraie en connaissance, c'est c'est la justification. C'est que pour que X sache que P, il faut que X croit que P soit vrai, et que X soit justifié à croire que P. Hein, donc c'est ce que certains appellent la théorie JTB de la connaissance. Hein. La connaissance, c'est le Justified True Belief. Voilà. Donc j'arrive très vite parce que tout ça, vous avez sûrement déjà vu. Mais le problème, hein, le cataclysme, la grande révolution, l'événement originel de la philosophie de la connaissance contemporaine, c'est en 1963, Edmund Gettier, qui n'a pas fait grand-chose de sa vie, mais qui a publié un article qui fait 3 pages et qui est déjà cité plus de 5500 fois. Son deuxième article est cité 17 fois. Son deuxième article le plus cité, je crois que c'est 17 fois. Quoi. Vraiment, le type, il a vraiment eu ce truc-là. C'est assez intéressant de voir ça. Il s'est réveillé un matin. En plus, la légende veut qu'en fait, il n'aimait pas écrire des articles. Il avait trouvé cette objection, ça ne l'intéressait pas spécialement. Mais pour obtenir un poste qui lui était proposé, il fallait qu'il publie un truc. Donc il a vite fait torcher ça, il l'a soumis, ça a été accepté. Mais donc, c'est l'événement fondateur de beaucoup de philosophie de la connaissance contemporaine. Edmund Gettier, dans un article, propose ce qu'il considère être un cas, un contre-exemple, dans lequel on a l'intuition que quelqu'un peut avoir une connaissance, une croyance vraie et justifiée, mais que ça ne compte pas comme une connaissance. Alors, je vous présente vite fait le cas que propose Gettier, mais plus personne n'utilise le cas originel parce qu'il est vraiment immonde. C'est ça, il dit voilà. Supposez que Smith et Jones ont candidaté pour un certain emploi, et supposez que Smith a de très fortes raisons de croire, des preuves très solides pour croire que John est la personne qui aura le job. Peut-être qu'en fait il est super copain avec le patron de la boîte, etc. Tout ce que vous voulez. Donc il est persuadé que John aura le job. Et il sait que John a 10 pièces dans sa poche. Je ne sais pas pourquoi il sait ça, mais il sait que John a 10 pièces dans sa poche. Voilà. Mais il se trouve que... Voilà, donc il se trouve que comme il sait ça, comme il croit ça très fortement, il en déduit la chose suivante, il en déduit que la personne qui aura le job a 10 pièces dans sa poche. Puisqu'il croit que Jones aura le job et que Jones a 10 pièces dans sa poche, donc il croit que la personne qui aura le job aura 10 pièces dans sa poche. Okay, mais il se trouve qu'en fait, il se trompe complètement. En fait, il se trouve que c'est Smith qui finit par avoir le job. Peut-être qu'il y a un accident
Alors que c'était improbable, mais c'est Smith qui finit par avoir le job. Il se trouve que Smith a 10 pièces dans sa poche. Et voilà, ce que dit Gettier, c'est que puisque John était justifié à croire que John aurait le travail et que John avait 10 pièces dans sa poche, il était justifié à croire que l'homme qui aurait le job aurait 10 pièces dans sa poche. Donc il a une croyance vraie et justifiée, mais on n'a pas envie de dire qu'il savait vraiment que la personne qui aurait le job aurait 10 pièces dans sa poche. Alors ça c'est l'exemple de base qui est horrible. Alors heureusement on a des exemples un peu plus simples depuis. Voilà, celui-là est plus simple, c'est voilà. Imaginez que Bob a une amie qui s'appelle Jill qui conduit une Buick, apparemment c'est une voiture américaine, depuis des années. Bob pense donc que Jill conduit une voiture américaine. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa Buick a été volée très récemment et il n'est pas aussi conscient que Jill a acheté à sa place une Pontiac, qui est aussi une voiture américaine. Donc, est-ce qu'on peut dire que Bob sait que Jill conduit une voiture américaine? Voilà. Donc là, l'idée, ça c'est un cas qui était classique, mais un peu moins horrible que le précédent, c'est que dans ce cas-là, Bob est justifié à croire que Jill conduit une voiture américaine, parce que bon, il sait ça fait des années qu'elle a une voiture américaine, etc., etc. Et donc, il a une croyance vraie et justifiée, mais comme ça paraît vraiment un coup de bol, ça paraît quand même très accidentel que sa croyance soit vraie, beaucoup de gens disent, voilà, dans ce cas-là, on a clairement l'intuition que, même s'il a une croyance justifiée, Bob ne sait pas que Jill conduit une voiture américaine. Alors, ce qui est important de voir, ce qui est important d'expliquer, c'est qu'on peut dire, oui, mais en fait, alors moi, je l'avoue que c'est ma première réaction quand j'ai lu ça. Je trouvais ça très très con comme cas pendant très longtemps avant de comprendre l'intérêt. C'est de se dire, non, mais en fait, il n'était pas justifié parce que sa justification n'était pas assez solide. Pour être justifié, il faut avoir vraiment un type de preuve très solide qui empêche ce genre d'accident. Vous voyez ? Mais l'idée, c'est que si on demande, si vous considérez que si vous considérez que c'est pas une justification assez solide, ça veut dire que si, par exemple, la voiture de Jill n'avait pas été volée, qu'elle continuait à conduire sa Buick, on pourrait pas dire que Bill sait qu'elle conduit une voiture américaine. Alors qu'on a très envie de dire qu'il le sait dans ce cas-là, dans le cas normal, quoi. En gros, si on veut dire oui, mais c'est normal qu'il ne sait pas parce qu'il n'est pas justifié, on est obligé d'imposer des exigences de justification qui fait qu'on ne sait quasiment rien, en fait. Et alors on va se dire, en fait, c'est pas vraiment un problème, parce qu'en fait, il y a toute une tradition philosophique classique, par exemple depuis Descartes, qui considère qu'on ne sait pas grand-chose, en fait. Je sais que j'existe, si j'arrive à prouver que Dieu existe, j'arrive à prouver la vérité du monde extérieur. Voyez, si vous lisez la littérature du XVIIe, XVIIIe siècle, vous voyez que pour Descartes et d'autres personnes, c'est évident qu'effectivement, je ne peux savoir que si j'ai une justification super solide. Donc si vous arrivez devant Descartes et que vous lui présentez un cas comme ça, il fait « bah oui, il n'est pas justifié, quoi ». Donc il faut vraiment se remettre dans le fait que ça, ce sont des cas qui marchent parce qu'en fait, on est dans le cadre d'un projet qui est celui de la philosophie analytique du XXe siècle, qui prend au sérieux l'idée qu'on sait des choses, comme je sais qu'il y a une table ici, ou je sais qu'on est en février, tu vois. Des choses pour lesquelles j'ai peut-être pas une justification. Par exemple, je sais que je m'appelle Florian, mais je suis pas allé vérifier mon acte de naissance à la mairie. Puis j'ai pas fait un test ADN pour voir si j'ai pas été échangé à la naissance à un moment donné. Il y a plein de possibilités en fait. Si on pourrait chercher sur le fait. Il est tout à fait possible que je me trompe sur mon prénom en fait. Mais quand même, on n'a pas envie. En général, on a envie de dire que les gens savent quel est leur prénom. Vous voyez. Donc l'idée, c'est que si on veut rendre compte de l'usage normal dans le langage ordinaire de savoir, on ne doit pas avoir une conception de la justification qui est aussi exigeante que celle de Descartes ou de gens comme ça, quoi. Voilà, c'est juste pour vous expliquer si le problème vous paraissait bizarre, mais voilà. Si on essaie d'avoir une notion de justification qui garantit la connaissance dans la plupart des cas normaux, alors cette notion de justification, elle devrait dire que Bob est justifié dans ce cas-là, et pourtant, il a une croyance vraie et justifiée, mais on n'a pas envie de dire qu'il sait, parce que ça paraît trop accidentel, vous voyez. Alors ça ça va être important pour la suite, mais je promets que j'ai bientôt fini sur le rappel de philosophie de la connaissance. Il faut quand même distinguer entre deux types de cas Gettier. Il y a un type de cas Gettier classique, c'est celui-là, c'est celui où la personne a une croyance vraie et justifiée, mais ce qui lui amène, l'événement qui lui amène à former la croyance n'a rien à voir avec l'événement final qui rend vraie sa croyance. Par exemple, là, ce qui justifie sa croyance, c'est le fait que sa copine Jill avait une Buick. Voilà. Mais c'est ça qui justifie sa croyance. Mais ce qui rend vrai sa croyance, c'est qu'elle a maintenant une Pontiac, vous voyez.
Donc en fait, il y a deux sources différentes. Ce qui justifie et ce qui rend vrai sont différents. Vous voyez ? C'était pareil dans l'exemple des pièces. Il y a un peu l'idée que ce qui justifiait sa croyance était que l'autre type avait 10 pièces dans sa poche, mais ce qui rend vrai sa croyance, c'est qu'un autre type a 10 pièces dans sa poche. Vous voyez ? Il y a une sorte de disjonction entre les deux. Mais il y a des cas où les philosophes, dans leur grande sagesse, ont trouvé des cas dans lesquels on peut rassembler les deux. Où ce qui justifie et rend vrai la croyance, c'est la même chose, mais on n'a quand même pas envie de dire que la personne sait. Et ça, ce sont les cas dans lesquels il y a ce qu'on appelle des défaiteurs, c'est-à-dire des choses des fausses cibles qui font qu'on juge que la croyance est vraie uniquement par chance. Donc le cas le plus connu, et ça me fait rire parce qu'en plus j'ai trouvé un article qui montre qu'il y a un cas vraiment comme ça qui s'est produit, donc c'est pas juste une expérience de pensée. Il faut imaginer un zoo qui a des zèbres, mais dans lequel il y a aussi des ânes ou des boules, enfin voilà, je sais pas comment traduire mules, peut-être c'est juste des mules en fait en français, qui ont été peintes pour ressembler à des zèbres. Hein, parce que les touristes adorent les zèbres, et du coup ils en ont pas assez pour plaire aux touristes, donc ils ont foutu des vrais zèbres dans le zoo, et ils ont aussi foutu des mules coloriées en zèbre, voilà. Et alors, en fait, j'ai trouvé un article où il y avait vraiment un zoo égyptien qui avait fait ça, en fait. Donc c'est vraiment un cas qui existe, même si l'histoire réelle date d'après la naissance de l'expérience de pensée par les philosophes. Donc je ne sais pas quelle est la responsabilité des philosophes dans l'inspiration du crime. Et donc dans ce genre de scénario, l'idée c'est de dire, voilà, il y a un père de famille, voilà, c'est Mike, il amène son enfant au zoo, il dit, ah regarde, il y a un zèbre là, tu vois, à son fils. Et en fait, il est vraiment en train de montrer un zèbre. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a ce zèbre-là, et autour de lui, il y a 19 mules peintes pour ressembler à des zèbres. Vous voyez ? Et là, ce que les philosophes disent, bah, dans ce cas-là, la croyance de Mike est vraie, il y a vraiment un zèbre, là, ça c'est un zèbre. Elle est justifiée parce qu'en général, la façon dont on juge qu'il y a des zèbres dans la vie de tous les jours, c'est en les voyant et en disant « Ah, il y a un zèbre ». C'est-à-dire que si on considère qu'elle n'est pas justifiée là, ça veut dire que maintenant vous devez considérer qu'à chaque fois que vous allez au zoo et que vous dites « Ah, il y a un zèbre », en fait, vous n'êtes jamais justifié à dire qu'il y a un zèbre. C'est quand même assez sceptique hein, comme tendance. Donc voilà, si on accepte que dans la vie de tous les jours, quand on va en zoo et qu'on voit un zèbre, on dit « Il y a un zèbre », on sait qu'il y a un zèbre, on doit accepter que là, c'est justifié. Mais la plupart des philosophes disent on a quand même l'intuition qu'il ne sait pas vraiment que c'est un zèbre, parce que c'est quand même vraiment du bol, il aurait pu pointer celui d'à côté, vraiment, et se tromper, quoi. C'est vraiment, ça tenait à pas grand-chose qui se plante complètement, donc on ne sait pas. C'est intuitif qu'il ne sait pas qu'il y a un zèbre, même s'il a une croyance vraie et justifiée qu'il y a un zèbre. Et donc voilà, une des grandes tâches de la philosophie de la connaissance dans les années qui ont suivi, c'était de trouver comment formuler l'ingrédient secret qui transforme la croyance vraie en connaissance de façon à rendre compte de ces cas. Et il y a une littérature énorme et quand même pas forcément toujours super drôle à lire, mais vraiment c'est une industrie. Hein. Il y a énormément, comme je l'ai dit, le papier de Guettier est cité plus de 5000 fois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont essayé de répondre aux problèmes posés par Guettier. Donc voilà, c'est dans ce contexte que sort cet article dont j'ai parlé, hein, sur Normativity and Epistemic Intuitions. Et les auteurs de l'article disent, voilà, on a remarqué qu'en philosophie de la connaissance, il y avait plusieurs types de projets. Les philosophes de la connaissance peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent avoir un projet descriptif qui c'est de décrire la façon dont un groupe de personnes pense et parle de la connaissance. Dire, ah voilà, les gens ont telle intuition sur la connaissance. Voilà. En général, ce que font les philosophes la plupart du temps, c'est le projet normatif. Ils essayent de définir ce qu'est vraiment la connaissance pour savoir ce qu'on doit faire d'un point de vue épistémique. Parce que savoir en quoi consiste la connaissance, comme on considère que la connaissance c'est la forme la plus élevée de contact avec le réel, si vous dites voilà, la connaissance c'est une croyance vraie justifiée, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut chercher à faire ? Il faut faire en sorte que nos croyances soient vraies et justifiées. Si vous dites voilà, une connaissance c'est une croyance qui est vraie pas par accident, il faut faire en sorte que nos croyances soient vraies, pas par accident. Donc en gros, l'idée, c'est que définir ce qu'est la connaissance, ça va nous donner une idée de ce qu'on doit faire, des buts de l'enquête épistémique, hein, de la bonne façon de former des croyances. Et ça, c'est quand même super important. Et ça amène à des projets un peu plus, à des projets plus appliqués. Il y a le projet évaluatif, c'est une fois qu'on a défini comment on devait former des croyances pour atteindre la connaissance, on peut chercher à savoir dans quelle mesure un groupe de personnes suit ces normes. Est-ce que les gens sont idiots ? Non. Est-ce que les gens ne sont pas vertueux épistémiquement ? Ou pas ? Et on peut aussi formuler un projet amélioratif. C'est une fois qu'on a constaté qu'ils ne suivaient pas ces normes, on peut dire, bon, puisque les gens ne suivent pas les normes épistémiques, on va essayer de voir comment on peut les aider à mieux suivre ces normes épistémiques. Donc ça, c'est un peu la partie
appliquée de l'épistémologie, de la philosophie de la connaissance, si vous voulez. Mais ce qui intéresse vraiment les auteurs de l'article, c'est de dire, voilà, mais comment est-ce qu'on fait pour remplir le projet normatif, en fait? Comment on fait pour savoir quelles sont les normes de l'activité épistémique, ce qu'on doit faire, quelle est la façon dont on doit former nos croyances? Et bien, ils disent, en fait, c'est assez bizarre, parce que si on regarde la littérature philosophie actuelle, on a l'impression qu'en fait, il y a une sorte de mélange un peu entre le projet descriptif et le projet normatif. C'est-à-dire que les philosophes essaient d'avoir une théorie qui décrit nos intuitions, le mieux nos intuitions sur ce qui est de la connaissance ou pas, dans des cas comme ceux que j'ai présentés. Et s'ils arrivent à trouver cette théorie, ça va leur dire ce qu'est vraiment la connaissance et quelles sont les règles de l'activité normative. Et donc ça, c'est ce qu'ils appellent le romantisme épistémique. Alors, il dit, voilà, pourquoi romantisme épistémique? Parce que la caractéristique du romantisme comme courant littéraire et philosophique, c'est l'idée que la vérité est dans notre cœur, au fond de nous, qu'il faut se tourner vers nos sentiments pour comprendre l'essence véritable des choses, vous voyez? C'est un peu comme ça bon, ça, on peut en discuter, mais c'est comme ça qu'ils le disent. Ils disent, en fait, c'est un peu ce que font les philosophes analytiques quand ils réfléchissent sur la connaissance. Ils se disent, j'ai des intuitions sur la connaissance, et du coup, ça va me guider sur ce qu'est vraiment la connaissance et quelles sont les normes de l'enquête épistémique, sur les normes de la façon dont je dois former mes croyances. C'est un peu comme si on avait en nous une trace un peu innée, naturelle, de ce que sont les normes épistémiques, de ce qu'est la connaissance. Donc c'est forcément un peu moqueur comme nom, on ne va pas se le cacher. Et ils disent, voilà, en fait, la forme de romantisme qui a le plus trait dans la philosophie contemporaine, c'est le romantisme par les intuitions. C'est l'idée que voilà, les intuitions vont nous guider vers la vérité au sujet de ce qu'est la connaissance et de ce que sont les normes de l'activité épistémique. Et leur idée, c'est qu'on peut soulever une certaine objection à cette pratique. Il dit, voilà, on pourrait se demander, voilà, si on prend cette pratique très au sérieux, qu'est-ce qui se passerait si deux groupes de personnes, par exemple deux cultures différentes, avaient des intuitions radicalement différentes au sujet de ce qu'est la connaissance? Comment on fait? Est-ce qu'on va dire chacun a ses propres normes de l'activité épistémique? Ils disent, voilà, ça paraît quand même un petit peu trop relativiste. Ou est-ce qu'on va dire qu'il y a un groupe qui a des bonnes intuitions, qui lui accès à une sorte d'accès naturel à ce qu'est la connaissance, et l'autre pas? Voilà. Bon, ça c'est des objections qui en fait existaient avant cet article, qui avait été formulé en particulier par un des auteurs de l'article, qui s'appelle Stephen Stitch, qui est plus trop en activité aujourd'hui, mais qui à l'époque aimait bien en fait emmerder un peu le monde avec ce genre des objections un peu comme ça. Et il dit voilà, une réponse qu'on m'a souvent fait quand j'ai fait ce genre d'objection, c'est de dire ce serait intéressant si c'était vraiment le cas, mais on n'a jamais constaté ce genre de situation, en fait, de situations dans lesquelles deux groupes de personnes avaient des intuitions complètement contradictoires au sujet de ce qu'était la connaissance, quoi. Donc là, le but de l'article, c'est de dire, oui, mais justement, on peut regarder ce qui se passe. On peut regarder si on trouve des cas de désaccords comme ça. Et alors, vous allez voir que, on est au tout début de la philosophie expérimentale, donc les gens se débrouillent un peu avec des bouts de carton et $3, hein. Donc ils disent, oui, on va tester les différences culturelles, les différences entre cultures dans les intuitions au sujet de la connaissance. Et comment on a fait ça? On a pris nos étudiants et on les a divisés en fonction de leur origine géographique. Enfin, ou plutôt de celle de leurs parents, en général. Soit leur origine géographique, c'est des étudiants étrangers, soit la culture de leurs parents, etc. Voilà, et donc on a pris nos étudiants, on les a divisés comme ça entre western, entre plutôt indien, le continent indien, et plutôt Asie orientale, Chine, Japon, etc. Voilà. Donc, voilà, on les divise comme ça, puis on va leur donner des vignettes. Alors on leur donne déjà cette vignette très simple pour voir si déjà ils sont d'accord sur le fait de voir qu'une croyance vraie, c'est pas que l'opinion vraie et la connaissance sont différentes. Un premier type de vignette, c'est juste voilà, un exemple de Dave qui aime jouer à pile ou face. Mais Dave, des fois, il a l'intuition très très forte qui peut prédire sur quelle face va tomber la prochaine pièce. Des fois, ça s'impose à son esprit, c'est face, quoi. Et puis il y croit vraiment, quoi. Bon, après, en fait, il a raison que 50% du temps, quand il a cette intuition-là. Donc il est complètement au hasard. Mais au moins, il est complètement persuadé que... Voilà, là, il va lancer la pièce à pile ou face. Il fait « Ah, face, ouais, je le sens face ». Il est à fond, il croit vraiment que ça va tomber sur face. Il tire à pile ou face, et ça tombe sur face. Donc là, il y croyait vraiment, et c'était une croyance vraie. Mais vu que c'est quand même vraiment juste un coup de bol, on n'a pas envie... c'est juste une opinion vraie, et pas une connaissance. Bon, si on propose ce cas aux étudiants dans l'étude, on voit que la plupart des gens répondent plutôt que Dave croit seulement que la pièce va tomber sur face, et pas qu'il le savait. Hein. Voilà, la grande majorité dit, voilà...
Il n'y a pas de différence culturelle. Mais maintenant, là où ça devient plus intéressant, c'est qu'ils ont regardé des cas guettiers. Donc ils ont donné le cas de la Buick, de Bob qui croit que son ami Jill a une voiture américaine parce normalement elle a une Buick, mais la Buick a été volée, elle a été remplacée par une Pontiac, etc. Elle demande, est-ce que Bob sait vraiment que Jill conduit une voiture américaine ou est-ce qu'il le croit seulement? Et là, vous avez les proportions de participants. Vous voyez que dans leur échantillon d'étudiants d'origine occidentale, la plupart des gens disent que il le croit seulement, il ne sait pas que Jill a une Buick, il le croit seulement, mais dans leur échantillon d'étudiants venus d'Asie orientale, on a une tendance beaucoup moins marquée, mais les gens ont plutôt tendance à répondre qu'ils le savent vraiment. Donc là, vous avez quand même une sorte d'inversion un peu de la réponse modale, de la réponse principale. Et c'est la même façon quand ils comparent les Occidentaux à ceux qui viennent de l'Inde et des environs. La plupart des gens qui viennent de l'Inde et des environs disent, voilà, il le sait vraiment. Donc là, vous avez un peu cette idée que, waouh, on a cette expérience de pensée qui est fondatrice de la philosophie de la connaissance. Effectivement, les Occidentaux partagent en grande partie l'intuition qui est celle des philosophes qui ont réfléchi sur le sujet, mais si on prend avec des étudiants qui viennent d'horizons un peu plus différents, on a quand même quelque chose d'assez différent, quoi. En fait, techniquement, on pourrait se dire, voilà, si c'était ces gens-là qui avaient réfléchi, ils auraient trouvé qu'il n'y a pas vraiment de problème avec le Justified True Belief Account of Knowledge. On pourrait très bien dire que la connaissance est une croyance vraie et justifiée. De la même façon, ils proposent le cas du zèbre, exactement comme j'ai décrit, et ils disent, voilà, est-ce que Mike sait vraiment que l'animal qu'il est en train de montrer du doigt est un zèbre, ou est-ce qu'il croit seulement que c'est un zèbre? Dans ce cas-là, ils trouvent que chez leurs élèves d'origine occidentale, il y a un peu ce pattern où la plupart disent voilà, ils croient seulement, ils ne le savent pas vraiment. Mais par exemple, chez les étudiants qui viennent du continent indien, enfin des environs de l'Inde, il y a, là, c'est 50-50, quoi. Il n'y a vraiment pas de pattern qui sort. Et après, ils ont aussi cherché d'autres différences. Ils ont regardé en fonction du statut socio-économique des étudiants, mais là, il n'y a pas grand-chose qui sort pour le statut socio-économique. Donc c'est surtout, il y a l'air d'avoir des différences culturelles assez fortes, finalement, sur les intuitions au sujet de la connaissance. Et donc, la question que ça pose, c'est qu'est-ce qu'on fait si c'est vraiment le cas? Supposons, pour l'instant, parce qu'on va voir qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué, que la réalité soit telle que le décrit cette expérience. Les intuitions sur la connaissance varient énormément d'une culture à l'autre, d'une origine géographique à l'autre. Qu'est-ce que fait la personne? Est-ce qu'on peut continuer à penser que les intuitions au sujet de la connaissance sont vraiment un guide fiable au sujet de ce qu'est la connaissance et des normes épistémiques, si elles varient selon la culture des gens? Est-ce qu'il va falloir dire que, oui, quand même, celles-là, elles sont meilleures, quoi, il n'y a pas photo, quoi. Ou alors, comment est-ce qu'on fait pour trancher quelle population a les meilleures intuitions? Donc voilà, ça c'est un premier... donc voilà, ils en tirent des conclusions sceptiques, forcément, sur la fiabilité des intuitions au sujet de la connaissance, et la conclusion de l'article, c'est ça, c'est... Quand un professeur de philosophie essaye de tirer des conclusions normatives à partir de nos intuitions, la bonne question à poser, c'est qu'est-ce que vous entendez par « nous » quoi. Quand vous dites « on a l'intuition que », c'est qui « on », c'est limité à qui, quoi. Voilà. Donc là, je vais finir avec un autre article qui nourrit encore plus ce genre de scepticisme, et puis après, la semaine prochaine, on discutera de savoir à quel point ça se généralise bien, ce genre de trouvailles. C'est un article de 2008 qui lui aussi a suscité beaucoup de littérature, qui s'appelle « The Instability of Philosophical Intuitions, Running Hot and Cold on True-Temp ». Et alors, je vais peut-être pas avoir le temps d'expliquer, le papier, parce qu'il faut déjà que j'explique ce que c'est le True-Temp. Donc, comme je vous ai dit, l'un des buts de la philosophie de la connaissance, c'est de comprendre quel est l'ingrédient secret qui permet de transformer l'opinion vraie en connaissance. Et on distingue deux grandes familles de théories au sujet de la nature de cet ingrédient secret. Il y a ce qu'on appelle l'externalisme et l'internalisme. L'internalisme, plutôt, c'est plus facile, c'est l'idée que tous les éléments qui justifient une croyance de façon à la transformer en connaissance doivent être consciemment accessibles par la personne qui sait. C'est-à-dire que si c'est certaines raisons si c'est la présence de certaines raisons qui transforment ma croyance en connaissance, je dois avoir accès à ces raisons-là. Je dois pouvoir dire pourquoi je crois ça. Si ce sont des facteurs extérieurs, ça ne compte pas, ça ne peut pas compter dans ce qui contribue à transformer ma croyance en connaissance.
L'externalisme, c'est une famille de théories selon laquelle, en fait, ce qui transforme une connaissance en croyance, ce qui transforme une croyance en connaissance, peut complètement être échappé à l'introspection de la personne qui sait. Ça veut dire, des fois, en fait, on peut ne pas savoir qu'on sait, ce qui est quand même assez marrant. Alors, une famille classique de famille externaliste, c'est ce qu'on appelle le fiabilisme. C'est l'idée qu'on sait quelque chose, si on croit à cette chose, qu'elle est vraie, et que le mécanisme psychologique qui fait qu'on croit cette chose est un mécanisme fiable. L'exemple, c'est voilà, là je crois qu'il y a une table, parce que ma perception visuelle m'indique qu'il y a une table, okay. Et ce qui fait que je sais qu'il y a une table, c'est que je suis dans une situation où mon système visuel fonctionne de façon fiable, en fait. Mais je n'ai pas besoin d'être conscient que mon système visuel fonctionne de façon fiable pour savoir que j'ai une table. C'est le seul fait que mon système visuel fonctionne de façon fiable et que c'est ça qui fait que j'ai l'impression qu'il y a une table, ça fait que je sais qu'il y a une table. C'est-à-dire que même si je ne savais pas que j'avais un système... Si je pensais être une sorte d'âme désincarnée, que je ne savais pas que j'avais un système visuel, ben c'est pas grave. J'ai pas besoin d'être capable d'articuler les raisons qui font que je sais pour le savoir, en fait. Donc l'idée, c'est que l'idée du fiabilisme, qui est la forme la plus courante d'externalisme, c'est de dire, voilà, à partir du moment où votre croyance vraie, elle est produite par un mécanisme qui est fiable, vous savez. Et vous n'avez pas besoin de savoir que le mécanisme est fiable, en fait. Ce qui compte, c'est que le mécanisme soit fiable. Et donc, pour finir pour la séance d'aujourd'hui, il se trouve qu'il y a eu un contre-exemple qui a été proposé à cette conception, qui est celui du true temp, mais comme il est 45, on en parlera la semaine prochaine. Alors, juste pour la semaine prochaine, là, vous verrez qu'il y a sur le site du Moodle, il y a un dossier par séance. Et dans chaque dossier, vous avez un article qui est indiqué comme obligatoire. Voilà, donc il faut le lire. Voilà, c'est pas évident. Et puis, il y a des articles facultatifs, c'est ceux dont je vais parler pendant le cours, et que vous pourrez consulter si vous avez envie, en fait. Donc la semaine prochaine, on finira avec la philosophie de la connaissance, qui n'est pas vraiment ma tasse de thé, je vais vous l'avouer. Et ensuite, on enchaînera sur la philosophie morale, sur l'éthique, sur les dilemmes, les gens qui se font écraser par des trains, tout ça, tout ça. Voilà.